Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Là, j'ai 2 petites heures devant moi et il y a une question-réponse qui est arrivée. Il y a un appel qui a été lancé, donc c'est une vraie joie. J'ai retrouvé mon petit endroit préféré au bord de la rivière. J'espère que vous entendez l'eau qui coule. D'ailleurs, je pense que ça sera un beau prétexte après pour aller faire un petit plongeon. Et j'adore l'été comme ça. C'est vraiment un moment merveilleux où on peut vivre avec pas grand-chose. Une pauvre petite chemise, un petit short. Et puis juste l'air ambiant qui est à la parfaite température. On a l'impression d'être dans un bain à température idéale pour le corps. Vous savez, il fait ni chaud ni froid. J'espère que vous avez ce temps-là. Nous ici en Catalogne, en plus c'est très particulier parce que depuis 2-3 jours, il y a un ciel relativement voilé. On se croirait en conditions tropicales. Vous savez, l'air est un petit peu saturé d'humidité. À quelques degrés en dessous quand même près, parce qu'il fait un peu plus chaud, on se croirait en Indonésie. C'est une atmosphère que j'aime particulièrement, donc je suis vraiment heureux de faire cette vidéo, d'avoir ce temps pour cette vidéo, qui va être le question-réponse de l'été, on va dire. Hein. Je ne sais pas si je l'enregistrerai en 1 fois ou en 2 fois, on va voir, pour peu qu'il y ait quelques gouttes de pluie, mais qui va être le question-réponse de l'été. Puis cet été, je vais faire une bonne petite pause. Alors il y aura toujours des vidéos, parce qu'on en a enregistré pas mal pour vous, lors des rencontres de la régénération. Et donc on va diffuser l'essentiel de ce qui a été proposé lors des rencontres de la régénération sous forme de conférences qui vont être proposées tout au long de l'été. Mais moi je vais faire des vidéos là, à peu près jusqu'au 15 juillet, puis après, waouh, 1 mois et demi pour faire une pause, pour se renouveler, pour se laisser inspirer pour l'année prochaine, pour manifester là, le désir de changement aussi. Ça me travaille, j'en parle pas trop dans les vidéos, hein, je ne dévoile pas trop mon intimité, mais en même temps j'ai vraiment un désir ardent de clarifier encore, de simplifier le discours, de revenir vraiment aux fondamentaux et de ne pas se disperser, de pas se perdre dans des détails et de revenir vraiment aux fondamentaux. Donc je vais vraiment prendre ce mois et demi aussi bien pour que ça monte, pour que ça mature. Il y a des moments dans la vie, vous savez, c'est la loi du repos et de l'action. Quand on parle des lois physiologiques, des lois biologiques, des lois naturelles, des lois spirituelles pour l'humain, eh bien, il y a toujours cette question de la loi du repos et de l'action. Un temps pour l'action, un temps pour le repos. Et si tu es tout le temps dans l'action, eh bien, il y a un moment où le ressort, il se détend et il n'a plus la pêche. Donc là, on va retendre un peu le ressort pendant un petit mois et demi, à capitaliser toute l'énergie solaire, toute l'énergie des fruits qui poussent pendant l'été. C'est juste merveilleux. Et à accumuler ça. Accumuler surtout que bon, là, ces derniers temps, ça a été bien costaud. Et je tenais d'ailleurs, commençant cette vidéo, à vraiment remercier sincèrement toutes les personnes qui ont participé aux rencontres de la régénération. C'était énorme. Hein. On était parti sur 1500, on était pas loin de 3000, 2500, 2700, 3000, j'ai pas les chiffres exacts. Et ça a été merveilleux. Bon, ça a été merveilleux grâce à tout le travail en amont de toute l'équipe. Grâce, et alors là, je ne cesserai de les saluer, au travail de tous les bénévoles qui sont venus, qui ont donné sans compter. Je pensais faire une vidéo spécifique pour les bénévoles et en fait, je me dis, en même temps, il y en a marre d'en faire des tonnes chaque fois que quelqu'un donne. Parce que en vérité, le don est devenu tellement rare dans notre société que chaque fois qu'il y a un don, on en fait des montagnes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est généreux. Non, c'est normal de donner. C'est le contraire qui devrait être anormal, qui devrait être illégal. Alors merci pour ce que vous avez donné, merci parce que vous avez donné parfois même au détriment de votre participation à ce festival. Je sais qu'il y a parmi les bénévoles certains qui n'ont pas vu le festival, alors rassurez-vous, moi non plus, à part le spectacle de Joe Damas, parce que là, toutes elles étaient chouettes, mais là Joe, il fallait que j'y sois, à part ça, j'ai rien vu, j'ai pas touché terre de tout le festival, donc je vous rassure, mais vraiment cette notion de don, pour lequel maintenant on a des manifestations extrêmes, quand quelqu'un fait, le bénévolat fait du bon, non, c'est normal, c'est juste une loi normale, et les personnes qui donnent sont des personnes qui juste cultivent leur bonne santé. Quelque part, elles sont les premiers bénéficiaires. Et ça, on oublie. On croit que toi, tu es bénéficiaire, alors tu dis « Oui, je suis plein de gratitude, j'ai une dette envers... » T'as rien du tout comme dette. C'est normal, c'est normal. Et tu crois que la vie, elle n'est pas donnée. Tu crois que tout ça, ce qui pousse là, c'est pas donné. Tu crois que c'est par nos petits efforts, hein, par notre travail, qu'on fait pousser une nature aussi luxuriante. Putain, il faudrait un temps que l'humain descende un petit peu de son petit piédestal et qu'il se rende compte qu'en fait, avec son mental et son intellect, il ne fait pas grand-chose sinon créer de la rareté, du désordre, de la douleur, de la souffrance, mais que tout ce qui est de l'ordre du beau, du spontané, c'est pas lui. Et arrêter de considérer que le don, la gratuité, la générosité sont des choses exceptionnelles qu'il faut saluer de manière outrancière. Non, c'est normal.
C'est normal de donner. C'est une fonction normale de tous les êtres vivants. Tu crois qu'un pommier se pose la question pour ses pommes? Non, il donne ses pommes. Il ne les monnaie pas, il les donne. Mais là, c'est exactement pareil. Alors, ce festival, ces rencontres, attention, pas festival, ces rencontres ont merveilleusement fonctionné grâce à l'investissement, aux dons, au bénévolat. Bénévolat, vouloir le bien. Et c'était d'ailleurs l'un des critères de ces rencontres. Au bénévolat de 200 d'entre vous quasiment, les petits t-shirts vert turquoise, vous savez, qu'on repérait partout dans le camp. Merci, parce que ça a marché. Je ne sais pas ce que ça sera l'année prochaine. On va avoir du mal à faire plus petit. Donc il y en a beaucoup qu'on a refusé encore. On aurait pu être 5000, 6000, 7000. C'est pour ça que vraiment, bon, ça fait chaud au cœur en même temps de voir toutes ces personnes qui sont rassemblées alors que elles n'ont pas 100% de commun. Vous savez, ça va être l'un des thèmes pour l'année prochaine, sur lequel vraiment je vais me battre. La guerre, c'est pas bien. Si, là, attends, moi, je vais me battre parce que c'est un état d'esprit. L'état d'esprit religieux, l'état d'esprit du 100%, l'état d'esprit du hormis ce que je fais moi et ce que je pense, il n'y a rien d'autre possible. Et puis, je suis d'une agressivité totale. Et bien là, ça m'a beaucoup plu parce que ça soit au niveau du régime alimentaire, ce serait quand même dramatique de se taper dessus pour des questions de régime alimentaire. Ne croyez pas. En même temps, c'est dramatique de se taper dessus tout court, pour n'importe quelle autre question, quelle qu'elle soit. Que ce soit une question d'identité, de territoire, de pouvoir, c'est dramatique. Mais alors en plus, pour une question alimentaire, ça aurait été dramatique. Et là, je n'ai vu que de l'accueil, que de la bienveillance, que même, je n'utiliserai pas le mot tolérance, parce que tolérance, comme disait l'autre, il y a des maisons pour ça. Donc c'est pas de la tolérance, c'est de l'accueil. L'autre est différent, il fait différemment. Puis moi, si j'ai un truc qui me semble encore mieux, je ne le culpabilise pas, je ne le stigmatise pas, et surtout, je ne juge pas. Parce que tu n'as pas le droit de juger, tu n'es pas habilité à juger, et c'est l'un des péchés majeurs de l'homme, eh bien, tu ne juges pas. Par contre, tu peux lui témoigner, tu peux lui dire « Ah ouais, mais tu sais, moi, avant, je faisais comme ça, et puis j'ai changé, et puis voilà ce que ça a fait pour moi. » Ce que ça a fait pour moi. Maintenant, toi, à partir de ce savoir, tu vas pouvoir expérimenter et rentrer dans la connaissance. Donc, c'est à toi de voir, maintenant, en expérimentant. D'ailleurs, cette question de voir et d'expérimenter, ça a été un peu le maître mot du festival, enfin des rencontres. Et grâce à Pierre Etchard, que j'avais déjà eu en vidéo, et je le remercie parce qu'il a vraiment fait, dès la deuxième journée, je crois, il a vraiment fait la différence entre savoir et connaissance. Savoir, c'est la boîte à poux. La boîte à poux qui dit, oh, je sais, je pense, oui, mais les études ont dit que. Les études sur NBCI ou sur PubMed m'ont dit que ça, puis tu décortiques les choses petit à petit, puis tu crois que tu as une compréhension de la réalité. Non, la réalité, pour la comprendre, il faut la toucher, il faut la saisir, il faut la manger, il faut la sentir en toi. Et dans ce cadre-là, il faut accepter aussi d'avoir des réussites, d'avoir des échecs, parce que les échecs sont juste des marchepieds pour la connaissance, l'élaboration de la connaissance. Tu vas aux limites, tu testes les limites, tu dis « Ah, la limite, elle est là, ok, bon, je ne vais pas plus loin, ça, c'est ma limite. » Ça, c'est la limite du cadre dans lequel je m'épanouis de façon normale et positive et favorable. Les rencontres, c'était ça. On avait proposé un cadre, et puis dans ce cadre, il y a eu énormément de choses spontanées, des choses assez extraordinaires. Et c'était bien révélateur de l'esprit régénère, on va dire. Donc ça m'a beaucoup plu. En plus, il y avait tous les copains et les copines qui étaient là pour parler, pour partager. Ça a été une grande joie pour moi, même si on s'est croisés à toute vitesse. Ça a été une grande joie. Le lieu était magnifique dans les Cévennes. Il y a un petit film qui a été réalisé par Pierre Allaire, notre caméraman, notre dévoué caméraman vers qui j'ai une gratitude infinie aussi, parce que, une grande gratitude, parce qu'il s'est donné pour ces 3 jours de rencontre. Et il nous a fait un petit film de 3-4 minutes que vous avez déjà vu. Et puis ensuite, il va nous proposer un film de 45 minutes qui sera vraiment un petit peu le film des rencontres, avec des témoignages, avec je ne sais pas encore quoi, mais je lui fais totalement confiance. Et puis après, il va y avoir toutes ces diffusions de toutes les conférences, de toutes les interventions qui ont eu lieu pendant les rencontres, pendant tout l'été. Comme ça, vous allez être nourris aussi avec autre chose que ce que dit Thierry. Il y aura beaucoup d'autres intervenants qui apporteront des regards croisés, des regards différents, complémentaires, rarement divergents, quoique, pourquoi pas, parce que la divergence et la discussion et le débat m'ont toujours été quelque chose de très positif. Et dans ces rencontres, on avait fait en sorte de ne pas avoir de pensée unique, au contraire. Vous l'avez vu, il y aura d'ailleurs tout bientôt la conférence que moi j'ai donnée et qui pour moi est très importante aussi. Vous verrez, ça a surpris pas mal de monde. Ils s'attendaient à m'entendre parler d'alimentation, de lois biologiques, et puis j'ai filé sur un tout autre chemin. Certains, ça les a surpris, et en même temps, je ne pouvais pas taire ce qui m'est apparu à l'évidence comme, en tout cas pour ma part,
le secret de santé qui m'a sauvé la vie. Waouh, fait monter la pression là. Le secret de santé qui m'a vraiment sauvé la vie. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importants. Les autres, ce sont des étapes, des marchepieds, ce sont des jalons sur le chemin. Et puis tout contribue. Mais il y en a un qui a été primordial. Et vous le verrez dans cette conférence qui va être diffusée, j'espère tout bientôt. Vous verrez un petit peu de quoi il en retourne. Et je suis très très content de partager ça avec vous. Et tout à l'heure, je vous disais, finalement, ne juge pas. Et cette question du jugement, et du jugement d'autrui d'ailleurs, hein, elle est primordiale pour moi. Et elle est beaucoup revenue pendant ces rencontres. On en a parlé de multiples fois. Et je crois que c'est vraiment le défaut principal de l'humain. C'est même pas le défaut, hein, pour utiliser des mots qui ont une connotation religieuse, mais que je n'utilise pas dans cette connotation. C'est le péché principal de l'humain. C'est la connaissance. D'ailleurs, hein, dans la Genèse, on dit bien l'homme a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et toi, tu t'arroges le droit de connaître ce qui est le bien et ce qui est le mal. C'est pour ça, hein, vous avez vu, il a fait une vidéo qui s'est fait entendre, qui s'est fait remarquer. Pourquoi je ne suis pas végan? J'ai abordé la question d'un certain point de vue. Je serais amené à l'aborder d'un autre point de vue, d'un point de vue physiologique, naturel. Là, j'avais envie de l'aborder d'un point de vue. D'habitude, on parle toujours, pourquoi est-ce que je suis végétarien ou pas végétarien? On parle toujours de les lipides, les graisses, les protéines, est-ce que c'est assimilable, pas assimilable? Là, j'avais envie de passer complètement outre. De dire juste, pourquoi est-ce que je ne suis pas religieux dans l'absolu? Pourquoi est-ce que je ne suis pas religieux? Pourquoi est-ce que je ne rentre pas? Et alors, c'est pour ça que j'avais dit végan, crudivore ou quoi que ce soit d'autre. Pourquoi est-ce que je ne suis pas un adepte des religions? Parce que, eh bien, j'essaye au maximum de refuser le jugement, la discrimination entre le bien et le mal. Il y a ce que je sais pour moi, ce que j'expérimente pour moi, au travers de la connaissance. Je prends du savoir, je l'intègre, je le mets en application, ça devient de la connaissance. Et pour moi, je peux arriver à louvoyer jour après jour pour arriver à déterminer ce qui est bon pour moi. Et déjà, c'est une belle affaire d'y arriver. Mais alors pour l'autre, et de là à juger l'autre sur ce qui est le bien et ce qui est le mal, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour toi non plus. C'est pas pour toi et tu te trompes lourdement quand tu le fais. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de pointer ça. Il y en a marre des religions. Il y en a marre vraiment de ces idéologies, de ces idoles qu'on met au centre de sa vie qui nous permettent à partir de cette idole, hein, on place ça. Alors on place le crudivorisme à 100% absolu. On place le fait de ne pas manger de produits animaux et de ne pas utiliser d'animaux. On le place au milieu de sa vie. On place le fait de ne pas utiliser de voiture ou d'hydrocarbures. On place le fait de ne pas utiliser d'ordinateur ou de ne pas utiliser de téléphone portable, ou de ne pas utiliser quoi que ce soit, ou de faire telle chose, ou de ne pas scolariser ses enfants. Et on le place au milieu de sa vie. Et autant toutes ces choses sont certainement des approches très intéressantes parce qu'elles apportent du mieux, du plaisir, si tant est qu'elles apportent du plaisir, elles causent moins de souffrance. Elles sont irréprochables en tant que telles. Le fait de les placer au centre de sa vie, de les poser comme des idoles, et à partir de cette idole, de juger du bien et du mal, et de façon simpliste, si tu fais comme moi, tu es bien, si tu es de l'autre côté de la barrière, tu es mal. Et moi, je juge, et je te condamne. Ben ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème et c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que tu verras que dans ta vie, les orientations seront multiples. Qui es-tu pour penser que tu seras définitivement dans une voie donnée, dans une approche donnée? Ta pensée peut changer, ta perception du monde peut changer radicalement. Et ce n'est pas un relativisme que je suis en train d'annoncer là, parce que pour moi, il y a des vérités. Mais les vérités, elles sont au niveau des principes, des lois, et non pas des expressions circonstanciées de ces lois. Et je ne sais pas pourquoi je me suis perdu là-dedans, mais c'est pas un manque de vitamine D pourtant avec le soleil qu'il y a. Mais voilà, cette vidéo-là, qui était volontiers provocatrice, il s'agissait de relancer le débat un petit peu, puis de sortir de l'ornière classique, du pour ou contre le fait de manger des produits animaux. Je vous dis, on y reviendra, on pourra en parler sérieusement, mais là, c'était vraiment l'idéologie. L'idéologie, c'est pour ça, il y a eu quelques personnes qui se sont senties blessées, attaquées, et franchement, il n'y avait pas lieu d'être. Parce que, je le précisais dès le départ, c'était personne qui était visé. Et bon, j'ai vu des réponses, parce que c'est toujours pareil, ça c'est le jeu du monde. On répond aux stimulations du monde. À ma mesure, j'essaye de ne pas répondre au monde. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaye par les réseaux sociaux et des choses comme ça, vous ne m'y voyez pas, parce que je ne veux pas être influencé par le monde. C'est pas important pour moi le monde, et j'essaye vraiment d'être influencé parce que je ressens de vrai à l'intérieur de moi et que j'essaye de partager. Mais dans les réponses, souvent, c'était méprisant vis-à-vis de ma personne. Et c'est raté. C'est raté parce que le truc, c'est l'idéologie. C'était un état d'esprit religieux. Il n'y a pas de blessure pour celui qui n'est pas blessable.
Le problème, c'est que tu as une identité. C'est toi. Et puis, si tu t'identifies à une idéologie, à ce moment-là, si on critique cette idéologie, c'est toi qu'on critique. Mais c'est parce qu'il y a ce lien pernicieux entre une idéologie et toi. Tu t'es identifié à cette idéologie, et alors à partir du moment où on commence à critiquer, questionner même, simplement questionner, poser des questions, ben, il y a des questions qu'on ne peut pas poser. Il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en cause en France. Il y a des discours qu'on ne peut pas tenir. On te parle de liberté d'expression. Toc toc, il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a des questions qu'on ne peut pas poser. Il y a des dogmes actuellement qu'on ne peut pas questionner. Et puis si tu les questionnes, tu es traité de fasciste, tu es traité de homophobe, tu es traité de, je sais pas quoi, anti-juif, anti-palestinien, anti-je sais pas quoi, anti-noir, anti-blanc, anti-jaune. Tu es toujours anti quelque chose. Parce que tu poses des questions. Pourquoi ? Parce que la majorité d'entre nous, et moi le premier, j'essaye de me libérer de la plupart de mes identifications, on s'identifie à une idéologie, et à partir de ce moment-là, on ne peut plus la questionner. Parce que si on la questionne, c'est toi qu'on remet en cause. Et à ce moment-là, ben, c'est la peur, l'agressivité. Peur et agressivité, ça va avec. Celui qui n'a pas peur n'est pas agressif. On confond toujours agressivité et force. Non, non, non. La force et la puissance, c'est quiétude, paix, tranquillité, amour et bienveillance. Par contre, l'agressivité, les petits chiens là, qui te sautent au cou, c'est parce qu'ils ont peur. Ben normal, ils sont tout petits comme ça. Cette taille, ils te voient arriver, le machin, il y a qu'un en aboyant qu'il espère encore te faire un petit peu peur. Alors ça aboie, ça aboie, ça aboie encore. Nous, on essaie dans ces vidéos de toucher quelque chose du domaine de la puissance, de la quiétude, de la force. Et de se poser des vraies questions. J'espère que vous avez posé des questions sympas. Je vais tenter d'y répondre à ma façon, d'apporter ma contribution. Non pas que je pense que je suis l'alpha et l'oméga, loin de là. Et j'ai la chance de pouvoir m'exprimer. On devrait tous avoir la chance de pouvoir s'exprimer. Remarquez sur YouTube, n'importe qui peut s'exprimer. Et donc je vais m'y lancer. Donc voilà pour le programme, tranquille jusqu'en septembre. Et en septembre, on reprend. Il y en a qui demandaient pour les stages d'octobre. Ils vont être tout bientôt proposés sur le site. Il faudra se dépêcher, vous savez comment ça se remplit. Je crois que le stage de septembre est déjà plein à Terre du Ciel. Et donc du côté de Lyon, au-dessus de Lyon. Et le stage de septembre en Catalogne, au Pays, il sera annoncé là d'ici le 15 juillet. On a encore quelques petits détails à cadrer. Je pense que ça va être des stages exceptionnels qui marqueront un tournant dans ma façon de proposer ce que j'ai envie de partager. Donc ils seront proposés dans la première quinzaine de juillet. Il y a encore des petits détails logistiques et techniques à régler, mais ça va venir très rapidement. Donc voilà pour le mois de juillet et pour le mois d'août aussi. Et en septembre, c'est reparti. Allez, questions-réponses. Et je remercie à toutes les personnes qui ont posé des questions. Je ne sais pas comment se fait la sélection. C'est pas moi qui l'a fait sur Facebook, sur le forum. Mais c'est parti. Alors premièrement, Aude. Jus pour les enfants. Bonjour Thierry, moi je me pose des questions concernant les enfants et les jus. Mon fils de 4 ans boit des jus tous les jours. Est-ce qu'il y a des jus à privilégier? Surtout en période de gros rhume avec une toux bien grasse. Que lui donner? De lui-même, quand ça ne va pas, il mange moins. Les enfants, ils sont fins à ce niveau-là. Alors, les enfants et les jus. Alors toujours pareil, quand on dit jus, je dis ça maintenant parce qu'alors... régulièrement, je vois des personnes qui font des vidéos pour dire « Ah ouais, mais les jus de fruits, on parle pas de jus de fruits, on parle pas de jus de fruits. » Quand on parle de jus, c'est des jus de légumes, principalement. Donc, il boit des jus tous les jours. Super, super, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des jus à privilégier? Pour les enfants? Non, pas particulièrement. Si les enfants ils sont en période de croissance, il y a quand même un légume qui est excellent, mais après, comme je l'avais dit dans la vidéo, les 10 erreurs à ne pas faire quand on fait des jus, je crois qu'il y en avait 12 d'ailleurs, pas toujours tourner sur les mêmes jus. Mais il y a un légume qui est quand même assez emblématique de la croissance, de l'anabolisme, de construire, c'est la betterave. La betterave rouge, elle permet de favoriser l'oxygénation du sang, elle permet de favoriser la circulation dans les micro-capillaires. Le corps utilise vraiment pas mal des principes antioxydants qu'il y a dans la betterave rouge pour réaliser toutes ces opérations et pour réaliser de l'anabolisme. Donc c'est un bon jus, betterave rouge, pomme, betterave rouge, orange par exemple, avec un peu de céleri branche. Ça c'est un bon jus pour les enfants, très reminéralisant, très très bienvenu. En période de gros rhume avec une toux bien grasse, que lui donner? Dans l'absolu, moi je te dirais rien. Rien. Quand tu me dis ton enfant même
il mange moins pendant qu'il est en période de nettoyage, puisqu'une toux bien grasse c'est du nettoyage. Bah, il a vu juste, hein, il a vu juste. Donc après, si tu veux favoriser l'expectoration, il va falloir prendre des plantes qui sont plutôt expectorantes, qui vont permettre d'apporter des principes actifs que le corps va utiliser pour mieux nettoyer la sphère pulmonaire. Et l'un des principes actifs les plus actifs, c'est le soufre. Hein, le soufre, le corps l'utilise pour vraiment nettoyer toute la sphère pulmonaire. En plus, c'est un antibiotique, hein, un antibiotique naturel, le soufre. D'ailleurs, la plupart des antibiotiques industriels, c'est des énormes composés synthétisés à partir du soufre. Alors, quand on parle d'antibiotiques naturels, hein, on n'est plus du tout dans les mêmes échelles de destruction des bactéries qu'avec les antibiotiques allopathiques, on va dire. Hein. Mais donc, le soufre, bah, tu vas le trouver dans tous les crucifères, le chou, la famille du chou. Le radis aussi, tu vas vraiment trouver. Donc ça peut être des choses en période de nettoyage pulmonaire, hein, toute la sphère ORL, bien le soufre présent dans le chou va participer énormément. Dans l'ail aussi, tu vas trouver des principes soufrés, très importants. Donc par exemple, tu te ferais betterave rouge, chou rouge, orange et une petite pointe d'ail, comme dirait Maïté, je crois que ça serait pas mal. Je crois que ça le ferait bien. Alors tu aimerais beaucoup qu'il y ait une vidéo consacrée aux enfants. J'ai mieux que ça. Il y a toute une série de vidéos consacrées aux enfants. Vous allez sur le site Régénère. Attends, petit herbe là. Vous allez sur le site Régénère. Et sur le site Régénère, vous allez voir, il y a un onglet qui s'appelle Sauver les enfants ou un truc dans le genre. Et là, il y a une vingtaine de vidéos que j'avais fait l'année dernière, spécifiques pour les enfants. Il y a même des recettes, je crois, y compris des recettes de jus. Tu peux aller vraiment te nourrir dans cet onglet. C'est toute une série de vidéos assez exceptionnelles. On n'y parle pas qu'à l'alimentation, pas que de nutrition, pas que de physiologie, on parle aussi d'éducation, de non-éducation, de déscolarisation, d'accouchement, de soins à la femme enceinte. Enfin voilà, les sujets sont très vastes, mais je t'encourage à aller voir vers là. Voilà pour Aude. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Pascal, sudation, sueur, larmes. Bonjour Thierry, salut Pascal. J'aimerais en savoir davantage sur le mécanisme de la sudation. Pourquoi la sueur et les larmes sont-elles salées? Les minéraux étant précieux, pourquoi les évacuer via la sudation? La sudation est-elle une porte de sortie des déchets? Ouais, partiellement. Que signifie une sudation abondante? À l'effort ou non? Une sudation inexistante? Je te remercie. Bon, la sudation, le principal effet de la sudation, c'est de permettre un refroidissement de l'organisme. Par l'évaporation de l'eau qui est éliminée, eh bien, il y a un refroidissement. Donc le but de la sudation, c'est d'abord de se rafraîchir, de se refroidir. Alors pourquoi est-ce que ça emporte des minéraux? Ça emporte des minéraux avec soi, ça emporte de l'acide lactique aussi, hein, surtout quand tu as de la sudation à l'effort, ça emporte un peu d'acide lactique. Donc en ce sens, ça participe à l'élimination. Ça élimine un peu d'urée aussi de mémoire. Donc ça participe à la détoxification, ça participe au nettoyage de l'organisme en partie. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des minéraux qui partent? Bien simplement parce que le sang a une composition, a des constantes qui doivent rester extrêmement fixes. Le pH du sang, par exemple, ne doit pas bouger. Il ne doit jamais bouger. D'ailleurs, c'est pour ça que le corps compense en permanence pour que l'acidité du sang reste la même. Hein. Pour ça, quand on te parle d'acidification, hein, on ne te parle bien sûr pas d'acidification du sang, parce que quand le sang commence à s'acidifier, ça veut dire déjà que le corps n'arrive plus à compenser. Alors ça peut arriver que le sang s'acidifie très légèrement, mais ça veut dire déjà que le corps n'arrive plus à compenser. En règle générale, le sang ne s'acidifie pas. Pourquoi? Parce qu'il va pomper dans les réserves minérales, on va pomper dans les réserves minérales pour neutraliser les produits acides qui sont formés à l'intérieur du sang, pour qu'ils soient apportés par les produits extérieurs ou par le métabolisme même des cellules. Et donc, le corps compense en permanence et c'est le milieu intérieur qui s'acidifie, le milieu extracellulaire, les tissus, tout ce milieu-là s'acidifie. Il s'acidifie et il se déminéralise, l'un étant le pendant de l'autre. Souvent, on associe les deux, on pourrait rentrer dans des finesses pour voir que quand est-ce qu'il y a déminéralisation, quand est-ce qu'il y a acidification, mais au final, ça c'est des querelles sémantiques, on en arrive à la même situation. Et le sang, il a d'autres valeurs, c'est par exemple la concentration minérale du sang. Il y a une constante du sang, et on appelle ça l'isotonie du sang. L'isotonie, c'est une concentration minérale. Si tu perds de l'eau sans perdre des minéraux, le volume plasmique, le volume sanguin diminue,
alors que finalement la concentration minérale reste la même à l'intérieur. Enfin la quantité de minéraux reste la même. Si le volume diminue et que la quantité de minéraux reste la même, automatiquement tu as une augmentation de la concentration en sodium particulièrement. Et ça, il faut que ça reste constant. Donc qu'est-ce que fait le corps? Bien, il élimine. Il peut éliminer par l'urine, bien sûr. Et puis il y a des hormones qui régulent ça comme l'aldostérone. Et puis quand il sue, eh bien, il élimine aussi des minéraux. Parce que c'est juste pour maintenir cette constante, hein, l'isotonie du sang, pour la maintenir à toujours la même valeur, qui est toujours la même concentration en sodium. Tu perds de l'eau. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on regarnit, il serait intéressant, si on doit boire de l'eau, de boire de l'eau qui contient un mélange de minéraux à l'isotonie. C'est pour ça que, alors, je privilégie vraiment les jus de légumes, hein, plutôt que l'eau telle qu'elle. Parce que pour moi, dans les jus de légumes, tu apportes de l'eau et des minéraux. Tu déséquilibres moins le sang, finalement. Tu déséquilibres moins cet équilibre subtil. Alors après, on a un système qui est un système de compensation. On compense en permanence, parce que notre environnement, il n'est jamais idéal pour nous. Hein, on ne trouve pas toujours exactement à l'instant T les produits qu'il nous faut dans notre environnement. C'est valable sur le plan nutritionnel, c'est valable aussi sur le plan relationnel, ainsi de suite. Donc on compense, on s'adapte. Hein, mais simplement, on tire sur les réserves. Et là, au niveau minéral, ben, si tu apportes de l'eau, ben, le corps il va compenser, il va éliminer l'eau. Par exemple, plus tu bois, plus tu élimines d'eau. Ah, il y a des gens qui disent « ouais, moi je bois pour éliminer ». Non, ton corps il élimine à une certaine vitesse en fonction de tes organes d'élimination, en fonction du travail de détoxification dans le corps qui va dépendre de pas mal de paramètres, dont ben, ton énergie nerveuse, ainsi de suite. Par contre, plus tu bois d'eau, plus tu élimines d'eau, parce que le corps, ben, il dilue, la concentration en sodium particulièrement baisse dans le plasma sanguin, et comme la concentration en sodium baisse dans le plasma sanguin, que fait le corps? Il élimine l'eau, il élimine l'eau, il élimine l'eau. Alors toi, tu es tout content, tu dis, ah, j'élimine, ouais, tu élimines de l'eau, tu as bu de l'eau, tu élimines de l'eau, donc en fait, ça n'a fait que passer, aucun intérêt. Donc pourquoi la sueur et les larmes sont-elles salées? En partie, il y a multiples explications, mais une explication, c'est cette élimination de sel. Les minéraux étant précieux, pourquoi les évacuer via la sudation? Ben voilà la réponse. La sudation est-elle une porte de sortie des déchets, de certains déchets? Oui. Que signifie une sudation abondante, à l'effort ou non, et une sudation inexistante? Bah, globalement, sudation abondante égale hyperstimulation du système nerveux sympathique, hein, le système accélérateur, le système lutte ou fuite, le système de stress, on va dire, dans l'organisme. Et sudation inexistante, c'est plutôt le signe de personnes qui sont fatiguées. Globalement. Hein, mais quand on raisonne au niveau du système nerveux, hein, tu commences à transpirer quand tu as une hyperstimulation du système nerveux sympathique. Hein, tu as une grosse frayeur, gros dégagement d'adrénaline, bouche sèche et grosse élimination de transpiration. Tu commences à transpirer à grosses gouttes. Bon. Alors les personnes qui ont par exemple des maladies entre guillemets qui se traduisent par des hypersudations, au niveau des mains, au niveau des bras par exemple, bah, c'est toujours une hyperexcitation du système nerveux sympathique. Donc c'est une sympathicotomie, une dominance du système nerveux. Les personnes qui sont en stress chronique aussi seront dans cette situation. Pour ces personnes-là, un petit peu de jeûne, des plantes un petit peu sédatives qui peuvent aider le corps à cohérence cardiaque aussi, ce petit exercice de respiration que j'aime bien, qui a tendance à réharmoniser les deux systèmes, le sympathique et le parasympathique. Cohérence cardiaque, 5 d'inspiration, 5 d'expiration, 5 d'inspiration, 5 d'expiration, 5 secondes, hein, plaque, vous pouvez regarder sur le net. Ça, vous faites ça pendant 3-4 minutes et ça a la vertu de réharmoniser les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques d'une manière assez exceptionnelle. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Laurence, un repas par jour, transit long. Je fais un repas par jour, c'est-à-dire soit le soir ou le midi, et remange que le lendemain, donc une longue période de jeûne de 19h à 19h le lendemain. Super, je suis très bien, super. Mais mon transit est beaucoup plus long, ce qui me provoque des fermentations, une non-élimination dans une journée. Je peux rester 2 jours et voire plus sans aller à la selle, surtout le week-end quand je ne fais pas mon petit sport comme en semaine, où cela entraîne une élimination plus régulière. Que puis-je faire? J'ai jeûné 3 semaines en janvier, puis 10 jours en mai, et le problème revient. J'ai pris le psyllium qui me gonfle le ventre, et je ne suis pas bien, donc j'ai arrêté. Que puis-je faire? Alors il est possible, de ce que je comprends, il est possible que ça soit une question de volume. Tu sais, il y a des personnes qui vont à la selle par stimulation nerveuse, hein, et celles qui prennent le café, et hop, elles vont à la selle, ou elles prennent une cigarette et hop, elles vont à la selle, puisque la cigarette comme le café hein, sollicite le système nerveux sympathique, le stimule, sont des stimulants.
Et puis il y en a qui ont une stimulation plus par rapport au volume. C'est-à-dire juste après avoir mangé, bouf, ils vont à la selle. Parce qu'il y a un volume supplémentaire qui a été rajouté. Si tu as diminué ta quantité, il est possible que si tu marches à la stimulation par le volume, ça soit plus compliqué. Alors, que pourrais-je te dire? Soit de faire des repas plus importants, soit plus de sport, parce qu'effectivement le sport favorise l'élimination, les mouvements, favorise le péristaltisme intestinal, les mouvements réguliers. Moi je pense que ça peut être une question de volume. Ou alors tu es une personne qui est globalement fatiguée, et donc le fait de passer en jeûne pendant une bonne partie de la journée fait que ton système nerveux sympathique est peu sollicité, donc tu passes plutôt en parasympathique. Non, remarque le parasympathique, non, c'est pas ça. Je me plante là. Le parasympathique, il préside au péristaltisme intestinal. Pour aller à la selle, il faut être relaxé. Non, je sais pas. Alors je dirais que c'est juste une question de volume. Voilà, comme ça. Et après, tu sais, je vois. Là, j'ai peu d'informations là-dessus. Mais j'ai une question de volume. Il faudrait peut-être augmenter la quantité. Tu peux augmenter la quantité, par exemple, en prenant un peu plus de végétaux. Lors de ton repas, ça va faire du ballast et qui va te permettre d'aller un peu plus à la selle. Question. Voilà, peut-être que pose-toi la question de savoir est-ce que en quantité, en volume, tu as diminué tes rations. Si tu as diminué tes rations, ça peut être la bonne explication. Voilà, si tu veux plus de détails, il faudrait affiner un petit peu. Question de Sandilio. Produits animaux pour les enfants. Ah, les produits animaux. Je sens que ça, on va en parler. Bonjour, cette phrase résonne dans ma tête depuis que j'ai visionné la série sur les enfants. La fameuse série sur les enfants dont je parlais. Thierry précise dans une de ses vidéos qu'il n'a jamais vu d'enfants se développer normalement sans produits animaux. C'était différent. Je disais que je n'avais jamais vu d'enfants se développer normalement dans une approche crudivore sans produits animaux. Il me semble avoir quand même vu des enfants qui mangeaient sans produits animaux, mais cuits avec des céréales, des légumineuses et ainsi de suite, et qui se développaient a priori normalement. Et par contre, pour des enfants crudivores, alors je sais qu'il y a des tas de gens qui vont me dire oui, mais je ne l'ai jamais vu. Pourtant, j'ai vu passer beaucoup de monde. Alors, même si ça froisse certaines idéologies, je ne l'ai jamais vu. Après, produits animaux, quand il dit produits animaux, tout de suite, il y a un qui dit ah, je ne veux pas tuer d'animaux, mais tu as les œufs, tu as le beurre cru. Enfin, je veux dire, voilà, tu peux avoir une approche végétarienne sans exclure complètement les produits animaux. Mais en tout cas, pour les enfants, que ce soit au niveau de l'apport d'acides gras, que ce soit au niveau de l'apport même protéique, il me semble que c'est indispensable. Quelqu'un pourrait me préciser sa pensée, donner des infos physiologiques que l'on puisse comprendre pourquoi. Oh, pourquoi? Alors tu sais, j'ai pas la prétention d'expliquer le vivant. Je propose un modèle explicatif qui cerne et qui permet de fonctionner aussi bien que possible, en tout cas mieux que le modèle explicatif classique qui se casse le nez actuellement. Pourquoi dans l'absolu? Pourquoi je te dis apport d'acides gras complexes que le corps aura du mal à élaborer, le PADHA par exemple, apport aussi de protéines à une période où on est en croissance maximale, de protéines complexes qui vont être plus intéressantes certainement aussi. Densité nutritionnelle aussi, il faut bien voir que dans le gras animal, tu as une densité nutritionnelle qui est supérieure à ce que tu veux trouver dans une pastèque, donc plus de densité nutritionnelle. Je pense que c'est les facteurs principaux qui peuvent expliquer cela. Et d'ailleurs c'est ce qui fait que, on pourrait en parler pendant des heures de cette question de la viande, mais bon, il faudra que je prépare plusieurs vidéos pour expliquer ça, mais c'est ce qui explique aussi que les organismes en reconstruction, pour moi, ils devraient pas en faire, comment on dit, ils ne devraient pas en faire l'économie. Ils ne devraient pas en faire l'économie parce que c'est une densité nutritionnelle qui est exceptionnelle. Et le truc, c'est qu'on se laisse aveugler par de l'idéologie, puis chaque fois qu'on parle de produits animaux, tout de suite on sort les abattoirs inhumains. Je suis d'accord. Les conditions actuellement de vie des animaux sont inacceptables. Mais il y a aussi des besoins physiologiques et il faut arriver à trouver sa place entre les deux. Donc moi je milite, j'œuvre, étant donné que je ne suis pas végétarien, j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai expérimenté le végétarisme, voire le végétalisme, mais voilà, je n'ai jamais fermé la porte. Et quand je consomme des produits animaux, je fais en sorte que cela vienne de conditions d'élevage qui soient les plus favorables possibles à l'animal.
Je sais qu'il y en a qui me diront que c'est pas possible. Je ne suis pas antispéciste du tout. Je suis même spéciste, paraît-il. C'est le grand péché. C'est-à-dire que je considère qu'il y a des différences et que l'homme domine les animaux. De toute façon, la preuve, je veux dire, la capacité de destruction de l'homme, c'est bien la preuve qu'il domine les animaux. Définitivement. Sinon, l'homme ne détruirait pas l'écosystème vivant à la façon dont il le fait. Il le domine. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait de cette domination, comme je le disais dans la vidéo sur le véganisme. Qu'est-ce qu'il fait de cette domination? Est-ce qu'il en fait une licence pour détruire, pour faire souffrir et pour se comporter de façon monstrueuse? Ou est-ce qu'il en fait une responsabilisation? Est-ce qu'il en fait un besoin de servir et de servir l'autre et de servir même les animaux, de manière à ce qu'ils aient des conditions de vie qui soient tout à fait adéquates? Voilà, c'est autant de questions qu'on peut se poser. En tout cas, pour revenir à ta question, parce que de toute façon on rentre dans des débats idéologiques et là c'est une question de choix individuel et j'ai pas l'audace ou l'outrecuidance d'indiquer des choix individuels à quiconque. Qu'est-ce que les enfants vont y trouver? De la densité nutritionnelle, des acides gras élaborés et un surcoût protéique qui est certainement favorable pour les enfants. Je demanderai peut-être un peu plus d'extrapolation. Et pour ma part, je ne joue pas avec ça. Je ne fais pas d'expérience sur les enfants. On n'a pas de retour d'expérience suffisant par rapport à ça. Force est de constater qu'il n'y a aucun peuple traditionnel qui ait exclu totalement les produits animaux de son alimentation. Il y a des végétariens, mais il n'y a aucun peuple qui traditionnellement, c'est-à-dire qu'il y a sur des milliers d'années fait cette expérience pour la valider, ça n'existe pas. Dans un contexte naturel, je doute que l'homme, si on me dit oui, mais si on remonte avant, dans un contexte naturel, l'alimentation elle était guidée surtout par la notion de rareté. Donc je suppose, et il y a tout lieu de penser, que quand l'humain trouvait quelque chose à manger, il le mangeait. Donc quelle que soit son origine. Et d'ailleurs, tu le vois, en contexte naturel, on te parle toujours de la similitude entre les humains et les grands singes. Les grands singes consomment une part de produits animaux, des insectes, des larves, enfin il n'y a aucun problème de ce côté-là, des œufs, même certains singes consomment de leurs congénères. On n'est pas des singes. On est tout sauf des singes, on n'est pas des singes évolués, je suis désolé. Mais voilà, c'est juste pour remettre en corrélation. Je pense effectivement que pour les enfants, c'est indispensable. Voilà. C'est mon expérience, c'est ma croyance, je la partage. J'espère que j'aurai répondu à ta question. Florence, ah bah tiens, viande. Oh, c'est là. Ah, je vois en dessous bouillon d'os. Non mais c'est là. Attends, je vais regarder, il y a d'autres questions que ça quand même. Ah ouais, voilà. Ben soleil, système nerveux, super. Alors, Florence, viande. La viande, peut-on s'en passer vraiment? Dans quel cas est-il recommandé de consommer des produits animaux? Je pense t'avoir entendu dire qu'à un moment tu en avais eu besoin par rapport à certains problèmes de santé. Qu'est-ce que la viande amène, enlève? On parle de produits animaux de qualité, de santé et non d'éthique. Ok, donc tu veux sortir la question de la question d'éthique. Non mais en même temps elle est intéressante, c'est-à-dire que si on veut vraiment poser la question, il faut aussi promouvoir des méthodes d'élevage qui respectent la vie animale. Enfin, je veux dire, va visiter le moindre abattoir et je veux dire, tu arrêtes de manger de la viande. C'est pas possible. De toute façon, la plupart des viandes qui sont proposées actuellement, c'est pour ça que ce discours il est compliqué. Parce que si on te dit ouais, il faut manger de la viande, oui, mais d'accord, mais la plupart de la viande qui est trouvée, c'est bourré d'hormones, bourré d'antibiotiques, c'est bourré de stress parce que les animaux ont été élevés dans des conditions atroces, ils n'ont pas vu la lumière, ils n'ont pas mangé l'herbe, c'est une catastrophe. Alors oui, d'accord, ok, dans ce cadre-là, tu dis bah mangez pas de viande parce que c'est un concentré de poison. Malheureusement, on va trouver dans de la viande, dans des produits animaux de qualité, on va trouver certains éléments vitaux qui, pour certains, sont indispensables. C'est clair. Alors, ta question. La viande, peut-on s'en passer vraiment? Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça me fait toujours rire parce que souvent on parle du régime Casasnovas. Oh, j'ai suivi le régime Casasnovas et ça a marché ou ça n'a pas marché. Et chaque fois je dis, Tama, va falloir que tu m'expliques parce que moi je ne le connais pas le régime Casasnovas. Je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de régime Casasnovas. Ce qu'il y a, c'est un cadre. Et il est clair que pour moi, dans le cadre alimentaire, qui me paraît normal, comme dirait mon ami Dominique Guyot, les aliments natifs, c'est des aliments bruts, simples, que tu peux produire, que la nature produit elle-même, que Dieu a créé pour nous. Dans ce cadre-là, je n'ai jamais exclu les animaux. Moi, ils font partie du cadre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais manger des animaux tous les jours, je vais manger des œufs, je vais manger de la viande ou du poisson tous les jours. Absolument pas. J'ai eu des périodes de ma vie où pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans même, je ne consommais pas de produits animaux. Sauf que ce n'est pas une exclusion, ça reste toujours une possibilité. Et je pense que c'est vraiment l'erreur fondamentale et dans laquelle il faut qu'on se dépêtre. Et ça vraiment, je vais passer mon temps l'année prochaine vraiment à asséner ce discours,
à arrêter avec les règles diététiques. Parce que d'un côté, tu vas avoir le mec qui va te démontrer, j'ai encore vu une conférence là ce matin, d'un naturopathe français qui dit des choses intéressantes. En même temps, il dit beaucoup de bêtises aussi. Enfin, de choses qui sont fausses, qui sont globalement fausses. Mais d'un naturopathe français qui te dit avec beaucoup d'aplomb, ah, mais si tu manges, si tu es végétarien ou végétalien, si tu es végétalien, ben l'été, tu as 3 pulls sur le dos, et tu es faible et tu es familique. Mais ça ne tient pas la route. Parce que moi, je vais lui sortir des tas d'exemples de personnes qui, depuis 30 ans, sont végétaliens, par exemple, et qui ont un développement musculaire extraordinaire. Donc, les contre-exemples arrivent. Donc, ça ne tient pas la route de dire ça. Et en même temps, le discours qui dit ah, mais tout le monde devrait être végétalien, tout le monde devrait être végan. Pourquoi tu n'es pas végan? Ben moi, je vais te sortir des tas d'exemples de personnes qui, en ne mangeant strictement aucun produit animaux, dégénèrent colossalement. Et tu vois le problème? Et quelle est la clé? Qu'est-ce que tu me demandes? Dans quel cas faut-il manger des produits animaux? Ben, je ne connais qu'une seule réponse. Quand tu en as besoin. Ah ouais, la réponse. Quand tu en as besoin, un chapeau tiré. Et oui, mais en même temps, je ne peux rien te dire de plus. C'est pour ça que je ne me suis jamais placé comme diététicien. C'est pour ça que j'ai toujours refusé de faire du coaching, des programmes alimentaires. Parce que je sais très bien que je suis totalement incapable de savoir ce qu'il te faut exactement à toi. Ce que je sais, c'est tracer un cadre. Attirer l'attention. Se dire attention, attention, attention. Dans notre alimentation moderne, il y a énormément de produits qui ne font pas partie du cadre. Attention, dans ce cadre, il y a une surabondance de fruits et de légumes qui vont apporter une minéralité, qui vont apporter des antioxydants, qui vont apporter des fibres qui sont exceptionnelles, qui vont apporter une vitalité qui est exceptionnelle. On détermine un cadre, des fruits, des légumes, des oléagineux, mais les produits animaux dedans, bien sûr. Et puis à toi ensuite de naviguer là-dedans. Tu vas me dire, oui, mais moi là je suis paumé, je ne sais pas comment faire. Et en même temps, il n'y a qu'en faisant que tu apprendras à faire. Le malheur de notre société, c'est l'éducation. Ça pour moi, j'en démords pas. C'est l'éducation, c'est le système éducatif, c'est le système du travail, c'est le système de la soumission. Et c'est ces systèmes dans lesquels tu as une autorité qui te dit quoi faire. Et tu es habitué à suivre ça de façon totalement dogmatique. On te dit, il faut manger ça, il faut manger ça, il faut manger ça. Donc, je ne compte pas le nombre aussi de vidéos, d'articles que je vois de personnes qui sont végétaliennes, par exemple, qui font l'expérience du végétalisme, pour qui ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas, il faudrait voir les énormes paramètres, tu vois, on ramène tout à la nourriture. Le mec, s'il a eu un choc psychologique, il y a sa mère qui a décédé juste en même temps, enfin voilà, déjà il faudrait tout, tu sais, tout est ramené à la nourriture. Donc, ça c'est un des travers français, global, je crois, de notre époque. On est tellement paumé que voilà, on a fait de la nourriture une idole. Tout passe par la nourriture. Ton état de santé, ton état psychique, ton état mental, tout passe par la nourriture. Il n'y a que ça. C'est ça qui détermine qui tu es. C'est ça qui détermine ton identité, c'est ça qui détermine ton état de santé, c'est ça qui détermine ta joie. C'est faux, c'est totalement faux. On a fait de la nourriture une idole, ça déjà on se plante. Et donc tu vas voir la personne qui a fait l'expérience végétalienne, pour qui ça n'a pas marché, et à ce moment-là elle va te dire « Ah non mais il faut que tout le monde mange de la viande », mais elle se plante tout autant. Elle se plante tout autant. Il y a des personnes qui fonctionnent très bien pendant de très longues périodes, voire toute une vie, sans manger de produits animaux, du tout. Il y en a d'autres pour qui il en faut un peu, il y en a d'autres pour qui il en faut plus. Et qu'est-ce qui le détermine? C'est difficile à dire. C'est vrai que j'ai remarqué que plus un organisme est affaibli, plus l'étape animale, ce que j'appelle l'étape animale, c'est l'animal, il prend ça, le végétal, et il le transforme, il le consomme, il le digère, et ça s'élabore dans ses tissus. Globalement, nous ne sommes pas des mangeurs de végétaux. Quand tu regardes comment est constitué l'humain au niveau de l'intestin grêle, il a besoin d'aliments qui ont une certaine densité nutritionnelle. Je dirais qu'on est globalement, de façon constitutive, si on fait de l'anatomie comparée, on est plus des consommateurs de fruits, fruits sucrés, gras, oléagineux, fruits amylacés, châtaignes, et fruits amidoneux, même la pomme de terre, des choses comme ça à la limite. On est plus des consommateurs de fruits et d'animaux, de produits animaux, que des consommateurs de légumes. Pourquoi? Parce que les nutriments ils sont emprisonnés dans la cellulose et leur biodisponibilité elle est faible. Elle est faible, surtout si tu as un potentiel digestif qui n'est pas au top. Pour ça d'ailleurs qu'il y a les extracteurs de jus, parce qu'avec les extracteurs de jus, tu extrais les jus, tu extrais le contenu nutritif, tu l'extrais de la fibre, et ce faisant, c'est beaucoup plus biodisponible. C'est tout l'intérêt des extracteurs de jus pour les légumes. Pour les fruits, tu n'en as pas besoin, le fruit c'est directement assimilable. Fruits, ça passe tout seul pour l'humain, ça le nourrit abondamment, c'est dense nutritionnellement, surtout si tu vas taper dans des fruits denses comme la banane.
ou comme l'avocat, comme la noix de coco, là on est vraiment dans des fruits très denses, ou les fruits tropicaux, le durian par exemple, wow, densité magnifique, le jackfruit, hein, enfin bon, le tchempedak, la mangue et tout, voilà, et puis tous les fruits, le raisin c'est extrêmement dense au niveau nutritionnel. L'animal qu'est-ce qu'il fait? Il prend ça, la plupart des grands herbivores, ils le mangent, eux sont équipés pour digérer ça, et puis toute la minéralité qu'il y avait dans cette plante, elle se retrouve dans les tissus gras, particulièrement la graisse des grands animaux. Et plus une personne est affaiblie, plus une personne est faible, fatiguée, en sous-poids, épuisé, et ainsi de suite. Tu vois, grand, maigre, tout blanc, tout rachitique, et ainsi de suite. Ben, ça, c'est une personne qui, de fait, va avoir un potentiel digestif qui va être faible. Ben, cette personne-là aura une capacité à élaborer sa matière qui sera amoindrie. Et donc cette personne, c'est une indication, hein. Après on va arriver au fond du problème. Cette personne aura d'autant plus intérêt, je dirais non pas à consommer des produits animaux, mais à faire le test. Parce que si tu dis consommer, tu rentres là encore dans la diététique et du dogmatisme. Tu dois consommer parce que tu es faible. Non, non, moi j'ai vu des gens extrêmement faibles pour qui c'était pas adapté. Par contre, ne pas l'exclure, ne pas exclure cette possibilité de manière à, s'il y a un besoin, de pouvoir le ressentir. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça vraiment l'essentiel. C'est ne pas fermer la porte à une catégorie de nutriments. Pour moi, c'est une expérience qui est trop lourde de conséquences pour fermer la porte à une catégorie de nutriments. Alors c'est clair, dans un monde qui consomme globalement beaucoup trop de produits animaux, matin, midi et soir, hein, en quantité, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est du délire complet, en plus de l'animal élevé dans des conditions atroces, des produits qui, même sans parler d'éthique, sont d'une qualité absolument médiocre, catastrophique, eh bien, il y a tout intérêt à faire l'apologie du végétal. Ça, c'est clair. Mais l'apologie du végétal ne veut pas dire l'exclusion des produits animaux. D'ailleurs, ça me fait rire. Des fois, il y a des gens qui tombent des nues qui disent « Comment, toi, Thierry, tu consommes de la viande ?» Ouais, mais alors, quand tu fais des jus, c'est pour de faux. Peut-être dans leur tête, si tu consommes de la viande, c'est juste tu consommes que ça, matin, midi et soir, tu consommes rien d'autre. Tu peux manger un peu de viande, un peu de poisson, un peu d'œuf ou des choses comme ça de temps en temps, et en même temps te faire des jus de légumes, consommer des fruits, c'est pas excluant. Ce qui est excluant, c'est la pensée religieuse. La pensée religieuse, d'ailleurs, qui veut que le crudivorisme soit végan. Désolé, il n'y a pas de label, il n'y a pas d'obligation. Et d'ailleurs, moi, je vais te dire, mon initiation, moi, dans le crudivorisme, entre guillemets, l'approche de consommer une majorité d'aliments crus, elle a été faite par des personnes qui étaient plutôt crudis, pas végans. Et donc pour moi, c'était plus une normalité d'avoir des produits animaux dans la plage alimentaire normale de l'humain. Donc, c'était quoi ta question? Qu'est-ce que la viande enlève? La viande amène de la densité nutritionnelle, elle amène des produits élaborés. L'animal, globalement, il fait le job que ne fait plus ton organisme. Alors après, ça sera même trop rapide de dire oui, mais alors il n'y a que les organismes faibles qui en ont besoin. Je sais pas. J'en sais rien, je peux pas te dire. Je peux pas te dire, bien, il n'est pas né celui qui pourra te le dire. Parce qu'il n'y a qu'un seul guide. Et ça vraiment c'est... Là je pourrais faire un mea culpa, je n'ai pas assez insisté sur quelque chose qui me paraissait évident et qui ne ressort pas peut-être assez dans les vidéos. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul guide, c'est votre ressenti, votre appétence. Si vous êtes bien, vous êtes bien. C'est bon. Par contre, ne pas exclure quelque chose. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui me disent « Ah, mais moi, je mange jamais de produits gras. » Moi, d'un point de vue physiologique, ça me paraît risqué. En même temps, ils me disent « Je suis en super forme. » Si tu es bien comme ça, par contre, si à un moment, tu n'es plus tout à fait bien, bah dis-toi « Oh, j'avais exclu quelque chose. Si j'allais voir de ce côté-là. » Alors après, tu vas me dire « Ouais, c'est risqué parce qu'après, la personne, elle aura fait des carences pendant des années. » Ouais, possible, possible. Et en même temps, les règles diététiques, elles se plantent tout le temps. Parce que si tu dis à quelqu'un, il faut que tu manges des produits animaux, c'est peut-être tout à fait inadapté. Ou alors, il ne faut pas que tu en manges, c'est peut-être tout aussi inadapté. Ouais, voilà. Mais alors, c'est facile, on va me dire, ouais, qu'en faisant comme ça, finalement, t'es hors de toute critique. Bah ouais, tant mieux. Tant mieux. C'est pour ça que je suis pas coach, c'est pour ça que je suis pas diététicien. Parce que je sais que c'est peine perdue. Parce que je sais que le mec, il va te faire des programmes, là, en ayant l'air très sérieux. Il te dira, oui, j'ai fait beaucoup d'études, j'ai fait beaucoup d'expérimentations, j'ai beaucoup cherché, j'ai tout compris.
Tata, il a tout compris pour lui au besoin. Il est rentré dans la connaissance pour lui-même. Sauf que la connaissance, ça ne s'achète pas. Le savoir, ça peut s'acheter à la rigueur. Tu peux acheter des bouquins, tu peux acheter des films, des vidéos, des conférences. Bon, le savoir, ça peut s'acheter. Par contre, la connaissance, c'est le savoir que tu intègres dans ta barbaque, que tu intègres dans ta chair. Et ça, la connaissance, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Personne ne pourra te l'enseigner. Personne ne pourra te le faire. Il n'y a que toi. Il faut essayer. Il faut essayer. Il faut voir. Il faut essayer. Et accepter l'erreur. Et arrêter de reprocher à l'autre ton erreur. Parce que il n'y a que toi qui as fait ton erreur. Il n'y a que toi qui as fait cette connaissance. Il y a des guides. On ne va pas faire des expériences qui n'ont pas lieu d'être. C'est pour ça que moi, par exemple, je n'ai jamais exclu les produits animaux de ma palette alimentaire. Parce que ça me paraît être une expérience trop hasardeuse. Au vu de ce que je constate dans la nature, au vu que je constate qu'il n'y a aucune espèce animale qui soit végétalienne, qu'il n'y a aucune ethnie humaine qui soit végétalienne, bon, moi je dis, je ne l'exclus pas. En même temps, j'ai des amis, plusieurs amis, particulièrement, voilà, 30 ans de végétalisme total et une patate, voilà, il n'y a aucun problème. Ça fonctionne très bien pour lui. Et tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, parce que vu les conditions d'élevage actuelles, c'est vachement plus facile de se passer de produits animaux. Enfin, à titre personnel, par exemple, si on m'en donne le choix, ouais, bien sûr, bien sûr. Par contre, pour ma part, il y a eu des périodes de vie où simplement je ne pouvais pas faire autrement. J'ai des proches qui en ont vraiment besoin. Et de toute façon, tu leur dis, ah non mais attends, c'est pas éthique et tout ce que tu veux, mais tu leur enlèves, tu vois dans quel état ils sont. C'est que vraiment ils ont besoin de cette densité. Alors écoute, alors tu vas leur dire, ouais, t'es pas bien, va crever. Ben non, il dit pas va crever. Il dit, ah ouais, mais c'est toi, soit l'humain, soit les animaux. Bah ouais, désolé, moi je choisis les humains. Eh ouais, c'est comme ça, je suis humain, je choisis les humains. Ça me... À titre personnel, ça me paraît juste sensé, mais peut-être que je suis trop spéciste, mais je suis délibérément spéciste, alors à ce moment-là, jusqu'à la moelle. Mais comme un animal privilégie ses petits et ses proches, et va les défendre bec et ongle contre tout le reste, ben moi je fais un peu pareil, je privilégie ce qui m'est le plus proche. Ça ne veut pas dire que je vais concourir à la destruction du reste, je ne souhaite pas la souffrance, je ne souhaite pas la torture. Je suis délibérément opposé et j'estime faire tout ce que je peux pour œuvrer dans le sens vraiment d'un rapport, on va dire, correct aux animaux. En même temps, je privilégie l'humain, oui bien sûr. Moi, quand je me suis retrouvé au plus bas, que j'étais épuisé, quand je me suis rendu compte que la viande crue me permettait de reprendre de l'énergie, reprendre du volume, et reprendre de la vitalité, alors bien sûr, c'est pas, on te dit ouais, c'est la viande crue qui t'a guéri. Non, bidon, c'est pas la viande crue qui m'a guéri. La viande crue était un aliment dont mon corps s'est servi pour se guérir. C'est pas la viande crue qui m'a guéri. Il n'y a rien qui vous guérit. Il n'y a rien, sinon votre corps, et pour ceux qui sont croyants, c'est Dieu. Dieu, le corps fonctionne de toute façon selon la création de Dieu. Donc, je veux dire, mais il n'y a aucun aliment qui te guérit. Il n'y a aucun remède qui te guérit. Ça, c'est pas possible. Et puis ça, c'est clair, j'espère maintenant pour vous tous, quoi. Il n'y a aucun remède qui te guérit. La viande ne m'a pas guéri. Mais par contre, elle a apporté des éléments prédigérés, certainement, enfin, préélaborés, pas prédigérés, mais préélaborés, une densité nutritionnelle qui m'était nécessaire à ce moment-là pour me relever. Je ne vais pas cracher dessus, c'est pas possible. Donc voilà. Mais il y a beaucoup d'émotionnel là-dedans. Et c'est difficile de séparer les deux. Tu regardes les films que balancent les végans sur tout le truc, c'est clair. Tu vois les petits poussins, comment ils se font traiter, c'est immonde. C'est immonde. Et tu n'as pas envie de participer à ça. Bah, si tu n'as pas envie de participer à ça, moi je vais te donner une solution. Bon, tu peux devenir végan en disant hop, hop, hop. En même temps, ça ne change pas le sort des petits poulets. Alors on te dit ouais, si tout le monde était végan et tout. Ouais, mais bon, tel que c'est parti avec les stratégies de communication, mal barré, je te signale. Donc déjà, il y a une autre solution aussi. Il y a une autre solution. Par contre, tu vois, par exemple, gros animaux, c'est dur et tout. Tu te dis, ben, par exemple, il y a des ethnies qui sont végétariennes depuis très longtemps. Ok, bon, ben, des œufs, du lait, ça, tu peux l'élaborer à la maison. Par contre, ça nécessite une chose, c'est que tu aies quelques poules. Je ne suis pas végan, de toute façon, j'ai des poules à la maison. Moi, j'ai 3 poules. J'ai 3 poules qui sont sur 5000 mètres carrés. Franchement, on les nourrit jamais. Elles grattent, elles sont en totale liberté. Sérieusement, les poules, elles sont au soleil, elles bouffent et elles copulent. Il y a des fois, je me dis, tiens, je serais bien une poule, moi. Passer mon temps sur les ordinateurs, Facebook, et les emails, et gérer la nourriture et tout. Je me dis, les conditions de poule, finalement, sont pas si mal. Sont pas si mal. Donc, bon, voilà.
Ça, c'est des choses qu'on peut faire soi-même. Le problème, je vais te dire, le problème, c'est, on va extrapoler là. Le truc, c'est que on a mis un médiateur entre nous et nos besoins, la vie. Et ce médiateur, ça a été l'argent. On t'a dit, non, non, tu vas pas avoir des poules pour avoir des œufs. Tu vas aller bosser pour acheter des œufs. Puis on a mis ce médiateur entre toi et ta santé. On a mis ce médiateur entre toi et tes habits. On a mis ce médiateur entre toi et tous tes besoins vitaux en particulier. Puis une fois que tu l'avais accepté et que tu ne le remets pas en cause, que quand un enfant, on lui dit qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est quel métier tu veux faire pour gagner de l'argent. C'est sérieux quoi. Il s'agit de gagner de l'argent pour avoir tes besoins vitaux qui sont assurés. Donc on a fait une distorsion de cerveau. Hein, on t'a persuadé que tes besoins vitaux, il fallait que tu gagnes de l'argent pour pouvoir les assurer. Ben, une fois qu'on a mis ce médiateur là et qu'on te tenait, et bien à ce moment-là, tu es foutu. Pourquoi? Parce qu'après, ben, ton argent, elle va te faire acheter tes besoins vitaux. Sauf que tes besoins vitaux, ils ne sont plus assurés. Et ce qu'on te propose ne correspond pas à tes besoins vitaux. La nourriture que tu vas acheter est impropre à satisfaire tes besoins vitaux. Et là, c'est une catastrophe. Donc finalement, tu bosses pour gagner de l'argent, tu fais un boulot qui ne te plaît pas, pour gagner de l'argent, pour acheter des produits qui sont dégueulasses, qui ne correspondent pas à tes besoins vitaux. Et puis en plus, comme tu n'es pas disponible, ben, tes gamins, tu les mets à l'école. Et il faut bien une garderie. Puis il faut bien qu'ils apprennent eux aussi à gagner de l'argent dans un boulot qu'ils n'aiment pas pour acheter des produits dégueulasses. Et tes gamins, tu les confies à une autorité. J'aime beaucoup les profs. Moi, je suis même à la MAIF. Donc, pour dire que j'aime les enseignants. Hein. Mais il n'empêche. Tu vas les confier à des personnes qui leur transmettent une idéologie, pour la plupart, on généralise, mais qui leur transmettent une idéologie nauséabonde, hein, qui est l'idéologie capitaliste, productiviste, exploitationniste, stationniste, c'est un truc dans le genre. Et tu donnes tes gamins à bouffer à la machine. Puis quand ils en ressortent, ils sont bien cassés, leur créativité elle est bien broyée, et tout ce qu'ils savent faire c'est aller bosser, déprimer, se bourrer la gueule le week-end pour arriver à tenir encore un petit peu debout et ne pas se tirer une balle dans la tête, hein, pour aller s'acheter des produits dégueulasses, produits par des esclaves en Chine. Et à un moment il faut sortir de ça. Et d'ailleurs cette question des produits animaux, peut-on s'en passer vraiment? Je vais te dire, si tu parles en termes de relocalisation, je ne crois pas que le véganisme soit possible. Il parle avec des permaculteurs, il va te dire, si tu abandonnes le cuir et la laine, mal barré dans nos contrées. On est vraiment mal barré, ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route. Moi, je préfère un monde dans lequel on a un rapport humain, un rapport empathique avec les animaux, dans lequel il y a des échanges. Il y a des échanges permanents hein, avec les animaux, des animaux que je gère moi-même. Donc je sais très bien dans quelles conditions ils vivent, comme mes poules, peinardes, et poules 3 étoiles. Hein, c'est ce monde-là, moi, que je veux. Plutôt qu'un monde végétalien, technique, techniciste, avec des produits élaborés à partir du pétrole, produits par des esclaves à l'autre bout du monde. Moi, je veux revenir à du local, du sensé. Ah, tu reviens à ce que faisaient nos grands-parents. Bah ouais. Ouais, on peut revenir à ce que faisaient nos grands-parents, c'était pas si mal. Nos arrière-grands-parents, c'est certainement pas si mal. Puis on n'est pas obligé de tout prendre. On prend une partie. Peut-on s'en passer vraiment la viande? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Depuis toute une vie, tu pourras le dire qu'à la fin de ta vie. Donc avant de se donner des étiquettes, avant de... À la limite, moi, tu vois, souvent ce que je dis quand quelqu'un me dit « Ah, moi, je suis végétalien », je dis « Je te propose une autre dénomination. Depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, tu mènes une expérience. Tu mènes une expérience de ne pas consommer de produits animaux. Cette expérience, tu pourras la cesser à tout moment. Fais gaffe, rentre pas en religion. Parce que si tu rentres en religion, la religion, c'est la mort. C'est simple, hein. Pour moi, la religion, c'est la mort. À partir du moment où tu mets un dogme inamovible, qui ne s'adapte pas, qui ne peut pas être questionné, c'est la mort. Toutes les religions. Et il n'y a pas que des religions religieuses. Hein. On est pétri de religion à tous les niveaux. L'homme est religieux. Pourquoi l'homme est religieux? Simplement, l'homme est religieux, pourquoi? Parce qu'il a perdu ce lien total avec Dieu. Donc après, il se réfère à des dogmes. Et comme il ne sait plus quoi croire, puis qu'il n'entend pas ce qui est la vérité au fond de son cœur, eh ben, il a besoin de dogmes. On dit, ah, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, amen. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, amen. Ok, j'obéis. C'est ça la religion. Parce que, entre nous soit dit, on n'a pas besoin de règles et tout. Si la loi de Dieu elle est dans ton cœur, si tu l'entends là en permanence, tu n'as pas besoin de loi. La loi, elle est gravée dans ton cœur.
Et c'est pareil par rapport à tes besoins. Si tu sais ressentir tes besoins dans ton corps, tu n'as plus besoin des diététiciens, tu n'as plus besoin des coachs, tu n'as plus besoin de tous ces gens qui savent pour toi. Tu découvres par toi-même, tu expérimentes, tu vas au nez, à l'odorat, tu découvres qu'il y a une forme d'aliesthésie. C'est quoi ça l'aliesthésie? L'aliesthésie, c'est le fait que ta perception des senteurs, des odeurs dans ton environnement, elle est modulée par tes besoins physiologiques. Aliesthésie olfactive, aliesthésie gustative. C'est ce qui va faire que un jour tu vas manger des fraises, elles sont super bonnes au goût. Quelque temps après tu vas manger les mêmes fraises, elles sont moins bonnes au goût. C'est même ce qui va faire que tu as une barquette de fraises du même endroit, poussées sous le même soleil. Donc globalement, elles ont toutes le même goût. Tu commences à manger la première, waouh, le goût, fabuleux. La deuxième, la troisième, la 10e, la 15e, et puis au bout d'un moment, tu fais peut-être pas gaffe, mais si tu goûtes vraiment, il n'y a plus le waouh du début. Pourquoi? Parce que le besoin, hein, au début, tu avais toute ta gustation, tes papilles gustatives hein, qui maximisaient hein, le plaisir. Ben d'un seul coup, c'est bon, tu as fait le plein, tu as mangé, donc le corps il diminue les sensations de plaisir. C'est juste le temps pour dire de passer. Ou par exemple, c'est la saison des cerises, par exemple, bon, tu manges, à un moment, les cerises, tu dis, ah, j'en peux plus. Mais pourquoi t'en peux plus? Aliesthésie. Bien. On a tout avec nous. On a tout avec nous. Sur le plan physiologique, sur le plan spirituel, on a tout. Toute la vérité se forme en notre sein. Et ça, c'est dangereux pour le monde. Parce que le monde, il veut te rendre captif et servile. Il veut te rendre captif d'idéologie, il veut te rendre captif de religion, il veut te rendre captif de système économique. Et le seul moyen de s'en échapper, c'est pas de lutter, c'est pas de défiler, c'est pas de casser, c'est pas de brûler. C'est de revenir là. De revenir là et de retrouver ta propre autorité. Hein, qui naît là-dedans. La parole de Dieu en toi, tes besoins physiologiques. Hein, l'inspiration en permanence. Hein, qu'est-ce que je dois faire? L'inspiration en permanence. Quand tu redécouvres ça, et ça, je ne te parle pas de religion. Mais quand tu redécouvres ça, à ce moment-là, tu es complètement libre. Tu es complètement libre, tu arrêtes d'accuser les autres de tes propres erreurs, parce que c'est trop facile. Hein. Tu assumes, tu es responsable, et tu n'es pas dans la culpabilité, la victimite. Hein. Au besoin, tu es dans la repentance quand tu as fait des erreurs. Tu es dans la responsabilité, tu es dans l'action. Et ça change tout. Par rapport à la viande, c'est pareil. Tu pourras écouter toutes les théories. Tu vas voir, sérieusement, hein, si on n'est pas idéologisé, je peux te trouver 100 études qui te prouvent que le végétalisme est essentiel pour la bonne santé humaine. Je vais te trouver 100 études qui te prouvent le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que, à part toi, il n'y a personne qui saura. C'est ton expérience. Après, on va te sortir la question éthique. Ok, il faut la considérer. Mais c'est à chacun de la considérer et de faire les bons choix. Et puis de se donner les moyens de faire les bons choix. J'espère que la réponse était bonne. Bonjour Thierry, question de Virginie. On passe de la viande aux os. Bonjour Thierry, as-tu un avis sur les bouillons d'os animaux élevés au grand air? C'est les animaux qui sont élevés au grand air, c'est pas les os. Cela aurait un effet majeur sur la reconstitution des cellules intestinales saines, pour mon cas une amélioration globale de l'état articulaire, du sommeil, de la peau, etc. En complément des jus et en diminuant les produits raffinés, je trouve que c'est un package exceptionnel. Très amicalement Virginie. Oui, j'en avais parlé, c'est l'approche de Natasha Campbell. C'est intéressant, oui c'est intéressant, j'en ai déjà parlé. Tu vas trouver du collagène, de la glycine en très grande quantité. Alors tu peux bien sûr les prendre sous forme de compléments alimentaires, de toute façon ils viendront d'animaux. Tu trouves du collagène, de la glycine en grande quantité. Ton corps peut élaborer ce collagène, c'est clair. Si tu lui amènes préparé, ça ira plus vite. Et effectivement, pour la reconstruction de tubes digestifs, Natasha Campbell utilise beaucoup ça avec un certain succès. Donc ouais, ça, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle le régime GAPS. Alors, comme toute chose, moi, tu sais, Natasha Campbell, j'en ai entendu parler, on va dire, cette nana, cette femme, pardon, excusez-moi, avec tout le respect que je lui dois, ce médecin, vrai, hein, ce médecin guérit des enfants qui sont autistes. Tu te dis, c'est pas mal, allez voir. J'ai ouvert son bouquin. D'abord, j'ai regardé la mise en pratique. Attends, je voyais viande, truc cuit. Et, en même temps, on m'avait dit, elle guérit des autistes. Je suis allé voir un petit peu ce qu'il y avait dans sa théorie, dans son bouquin. Son explication théorique m'a vraiment séduit. De la GAP, ça veut dire Gut and Psychology Syndrome. Donc le syndrome lié
le syndrome psychologique lié à l'état intestinal, hein, l'entéropsychologie. Son analyse était excellente. Les solutions qu'elle propose sont circonstanciées et liées aussi à son... elle est ukrainienne, hein, donc là-bas c'est plus la soupe de tripou que le régime de banane, vu la latitude. Donc elle a aussi son histoire, sa culture. Mais dans ce qu'elle proposait, cette histoire de bouillon d'os, pas ragoûtant dit comme ça, mais je l'avais retenu. Je me dis, ça c'est un truc, c'est quand même intéressant pour vraiment des personnes qui sont dans un état extrêmement délétère. Alors après, à titre personnel, j'en ai eu fait pour des personnes qui allaient mal, avec des résultats, donc je peux confirmer. Après, je trouve ça très contraignant, et puis si tu veux vraiment bien le faire, ça veut dire qu'il faut acheter du poulet tout le temps, et là, moi, ça ne me va pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas, ça ne me convient pas du tout comme méthode, parce que voilà, ça oblige à tuer beaucoup de poulet. Donc, en situation exceptionnelle, pourquoi pas. Fais ton expérience, tu vois, tu me dis que ça te va bien, top. Alors, c'est une question de Breton à Brest, donc de Breton à Brest, addiction au sucre et régime GAPS. Tu essaies désespérément de faire le régime GAPS de Natasha Campbell, on est dedans. Tu as une candidose, SIBO. Donc SIBO, ça veut dire infection bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Intestin irritable, système immunitaire faible, bah ouais bien sûr, c'est la cata au niveau de tes intestins quoi. Acidose, intolérance à l'histamine, donc tout ça, ça parle des intestins complètement dévastés. Foie surchargé, bah ouais bien sûr, parce que une fois que tu as les intestins qui sont dévastés, donc là, cette ligne de défense, hein, à la fois la porosité intestinale et puis le système immunitaire qui est composé de toutes ces bactéries, une fois que ce système-là il est explosé, et ça passe et que ça va directement des intestins jusqu'au foie, hein, via la veine porte, hein, tout ce qui passe au niveau intestinal, hop, c'est ramené au foie. Donc le foie est le deuxième organe le plus touché, la plupart du temps. Foie surchargé, fatigue surrénale, à force de trimer, ouais. En fait, la liste des symptômes est assez longue. Donc épuisement, le truc classique, c'est épuisement nerveux et désastre intestinal. Excusez-moi, hein, tu connais ma façon trash de décrire les choses. Mes difficultés se sont empirées d'année en année. J'ai réussi à éliminer pas mal de choses dans mon alimentation, mais je ne digère pas grand-chose. Je ballonne vite, fruits crus, tomates, soupe, etc. Je ne sais plus trop quoi manger, mais je sais que le régime GAPS peut m'apporter une amélioration. Je prends des plantes aussi, en gélules, bol d'eau, curcuma, ortie, ail, glutamine. Je m'aperçois que mes bactéries me contrôlent beaucoup. Et c'est mon addiction au sucre que je n'arrive pas à stopper. Je recraque à chaque fois sur les biscuits, chocolat, glace, gâteaux, gluten, enfin bref. Mon changement d'alimentation, enlever pâtes, riz, crème, etc., m'a amené à diminuer mes diarrhées, sauf en cas de stress ou aliments qui ne passent pas comme les crêpes, et basculer plutôt sur la constipation. Je pratique des lavements si besoin. Ma question est la suivante. Comment se défaire durablement de l'addiction au sucre? Attendez, je change de position là parce que... Hop. Comment se défaire durablement? Ça vous va comme position? Ouais, c'est bon. Déjà, il n'y a pas les commentaires sur les vidéos YouTube, tu peux pas répondre. Je sais. J'espère que le micro le captera. Comment se défaire durablement de l'addiction au sucre? Comment enrayer le contrôle des bactéries pathogènes sur notre cerveau pour qu'elles ne désirent plus de sucre? C'est un peu dirigé comme question parce que tu supposes... Moi, ce que je te dirais, c'est comment faire en sorte que ton milieu intestinal, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, et dans des cas comme ça, moi, je préfère commencer par le milieu intestinal. Comment faire en sorte que ton milieu intestinal soit beaucoup moins acidifié, qu'il y ait une richesse bactérienne plus importante, Il faut d'abord savoir pourquoi est-ce que tu en es arrivé à ce point-là. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le stress? J'ai du mal à croire que simplement avec l'alimentation, on arrive à se mettre aussi mal, à se faire aussi mal. Globalement, si tu veux te défaire durablement de l'addiction au sucre, je ne crois pas qu'il faille de régime excluant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas exclure les sucres. Les gens qui te disent ouais, par contre, j'irai vers des sucres naturels et non pas des sucres raffinés qui eux vont te faire des pics glycémiques, le yo-yo glycémique classique, hein, pic en haut, pic en bas. Non, ça c'est pas bon. Donc j'irai vers des sucres naturels, vers des matières grasses. Souvent, ce qui est très stabilisant, c'est le duo matière grasse et sucre. Alors je sais, bien sûr, c'est pas une bonne combinaison alimentaire, c'est ce qu'on te dit tout le temps. Combinaison alimentaire, moi, c'est le genre de truc, ça, c'est too much pour moi. C'est trop.
c'est trop. Alors sauf, excusez-moi, il y a des petites ronces au sol, là, c'est pas terrible les ronces. Faut pas les couper, il faut jamais couper des ronces. Soit tu les arraches, soit tu les laisses entières. Parce que là, il y a des petits bouts de ronces, quand on te les coupe, ça fait des tout petits bouts de ronces au sol, c'est une catastrophe quand tu marches pieds nus. C'est vraiment terrible. Quand tu coupes des ronces là avec la débroussailleuse, c'est une catastrophe. Voilà. Donc ouais, régime excluant, mais un truc qui est très stabilisant et très nourrissant et très réparateur pour toute la sphère digestive, c'est ce qui est gras et ce qui est sucré pour apporter de l'énergie aux cellules. Le truc, c'est que quand tu vois un tableau comme ça, c'est un tableau d'épuisement et de destruction, enfin de système digestif qui est complètement allumé. Dans ces cas-là, on ne sait pas par où s'y prendre. Et c'est un peu l'affolement, c'est un peu le feu partout. Moi, ce que j'ai vu de plus efficace là-dessus, hormis le fait de switcher d'une alimentation globalement chargée de pesticides, chargée de polluants, dévitaliser une alimentation qui est raffinée au possible, de switcher sur une alimentation riche au niveau nutritionnel, dense au niveau nutritionnel, qui a été élaborée, poussée, élevée dans des bonnes conditions, c'est-à-dire qu'il y a une vraie richesse minérale, donc ça c'est essentiel, c'est la base. Sortir des situations de stress qui impactent toute la reconstruction de ce côté-là. Une fois qu'il y a ça, la deuxième chose que j'ai vu bien marcher, c'est le jeûne. Le jeûne est exceptionnel parce que tu as ton système digestif qui est complètement enflammé, qui est complètement détruit. Et en faisant une pause, tu sais, on veut toujours rajouter. Si tu fais une pause, tes intestins ils se reconstruisent. Ils se reconstruisent d'eux-mêmes. Si en plus, les jours précédents, tu as apporté à ton corps des éléments qui sont riches au niveau nutritionnel, des fruits, des légumes, des oléagineux, des produits gras, des produits animaux, c'est dans le GAPS, donc produits animaux, gras, denses. Si tu as apporté ça avant, le corps il va utiliser ces produits-là et pendant le temps de jeûne, il va se reconstruire. Donc des petits jeûnes, moi, ça me paraît de loin la meilleure approche. Quand on est un peu paumé comme ça, c'est ce qui me paraît la meilleure approche. Je connais quelqu'un, très proche de moi, qui était un petit peu dans la même situation. Ce qu'il a tiré d'affaire, c'est jeûne et prière. Jeûne et prière, le tandem idéal pour la guérison quand tu es complètement paumé. Si tu es allergique à la prière, tu peux déjà commencer par le jeûne. Question de Chinette. J'espère que je prononce bien. Chinette. Bain de soleil et système nerveux. Bonjour, y a-t-il une connexion entre le bain de soleil et le système nerveux? Ah oui. Pas trop de soleil là en Catalogne aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une connexion entre le bain de soleil et le système nerveux. C'est ultra régénérant pour le système nerveux. C'est l'une des meilleures nourritures après le sommeil pour le système nerveux. J'ai été extrêmement constipé toute ma vie. Dernièrement, je me suis exposé au soleil et ça a débloqué. C'est fréquent, j'ai déjà entendu ça. Pourtant, ça fait plusieurs fois que j'ai changé mon alimentation, mais ça fait plusieurs mois que j'ai changé mon alimentation, mais ça ne changeait rien à ce niveau. Jus de légumes, plus de fruits, toujours au niveau 1 du cahier de transition. Miracle sur terre, je suis déconstipé. Merci. Ouais, bien sûr. Mais on nous a appris à croire que c'était compliqué. Oh, c'est joli là. Il y a un ragondin qui vient de passer là dans l'eau. C'est rigolo. Pas des castors, pour les... Ah, il y a plusieurs là. Chez les Québécois, ça va les faire rigoler, eux, ils ont des castors. Nous, on a des ragondins. Là, c'est quelque chose. Juste une question de queue. Alors, on nous a persuadé que c'était compliqué. C'était compliqué, donc il faut des vrais remèdes, des trucs sérieux en gélule. Tu vois, on nous a appris à considérer qu'un truc dans un boîtier plastique, contenu dans une gélule qui a été micro-pulvérisée, c'est plus sérieux que le soleil ou le jeûne. Non, le soleil et le jeûne sont des moyens de soutenir le corps pour permettre la guérison juste absolument exceptionnels. Absolument exceptionnels. Dans l'absolu, je ne connais rien qui résiste au jeûne, au plein soleil, à la prière. Je ne connais rien. Après, bien sûr, il faut qu'il y ait des réserves vitales suffisantes dans le corps. Donc ça, c'est ton job. C'est que dans les périodes où tu ne jeûnes pas, d'apporter suffisamment d'éléments nutritifs riches au niveau nutritionnel. Donc on va parler de qualité, des produits intégraux, non, le moins raffinés possible, et de quantité aussi.
Puis de qualité, je veux dire, hein, qualité aussi, des produits qui ne sont pas chargés de pesticides, pas chargés d'antibiotiques, pas chargés de fongicides, pas chargés d'autant de produits qui sont impropres à la vie. Alors, ça va être compliqué, hein, si tu essayes de soutenir la vie avec des produits qui détruisent la vie, automatiquement, ça ne le fait pas. Et je sais, c'est cher, il faut faire son jardin, il faut s'organiser, il faut faire des commandes groupées, il faut se barrer de la ville, se barrer de son boulot salarié, il faut faire en sorte de répondre à ses besoins vitaux. Parce que si toi tu ne le fais pas, visiblement, ceux qui étaient censés s'en charger, ne le font pas non plus. Au contraire, ils te fourguent de la MERDE. Bon, il va falloir le réaliser. En tout cas, ouais, bain de soleil, top pour le système nerveux. Voilà, bon bain de soleil. C'est le moment là en plus, faire le plein, tu synthétises la vitamine D aussi pour le péristaltisme intestinal exceptionnel, l'absorption du calcium aussi. Question d'Émilie. Alors, tu as mis entre parenthèses sportif vivant, donc j'imagine que tu veux parler de Pierre. Le cru, bon pour se soigner, mais pas à long terme. Ah, polémique chez les crudivores. Ça va saigner. Coucou, je me demande bien comment ça se fait que le sportif vivant a dû stopper le 100% cru. Ouais, j'ai entendu, je l'ai même eu au téléphone. Il dit qu'il avait plein de symptômes. Ballonnement, perte d'énergie, et il dit qu'il était en acidose. Ok. Il a fait une vidéo pour ça. Il a dit que manger cru, c'est bon pour se détoxer ou se soigner, mais pas comme façon de manger sur le long terme. Qu'a-t-il bien pu se passer pour lui? Point d'interrogation, bizarre. Pareil pour Céline Repetto. Perte de cheveux, problème de dents. C'est bien dommage. Ils ont dû faire les mêmes erreurs, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pierre, il a fait son expérience. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne le connais pas personnellement, on ne s'est pas rencontrés. Par contre, on s'est parlé. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il est honnête dans sa démarche. Après, moi, je me pose quand même des questions. J'en ai parlé avec lui. Hein, donc là, il y a... On ne peut pas faire la guéguerre, les guéguerres du cru, là, des espèces de trucs. C'est pas du tout. Non. Moi, je veux dire, j'ai bien aimé sa vidéo. Elle est très bien. Elle est très très bien. C'est un coup de pied de plus dans la religiosité. Donc moi, je l'ai trouvé très très bien sa vidéo. Il y a plusieurs questions, moi, quand même, que j'ai envie de poser. Tu me dis, bon, ballonnement, perte d'énergie, il était en acidose. Ok, qu'est-ce qui prouve que c'est l'alimentation? Non, parce que, qu'est-ce qui prouve que c'est l'alimentation? Surtout pour une personne qui fait du sport à très haut niveau. Et un truc auquel je pense immédiatement, c'est juste l'épuisement. L'épuisement. Après, dans le cas de Pierre, il est rentré du jour au lendemain dans une approche 100% crue, végan. Ce qu'il a remis en cause, surtout, c'est ça. Il s'est rendu compte que ça ne lui correspondait pas exactement. Tant mieux, alléluia. Bon, il a fait son expérience, c'est pas grave. C'est pas grave. Et regarde, il a eu un ballonnement, il a été fatigué, bon, il a trouvé sa solution. Super, c'est génial. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est une raison pour dire ça marche pas. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? La religion, ça marche pas. Chapeau, bravo. Là, on est d'accord. L'approche religieuse n'a jamais marché. L'approche dogmatique n'a jamais marché. Si tu ne fais pas les choses en réécoutant ton ressenti, et c'est exactement ce qu'il a fait. Moi, je trouve que son expérience, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. C'est l'expérience d'un gars qui rentre dans un truc, qui du jour au lendemain switch d'une alimentation raffinée, transformée, polluée et ainsi de suite, à une alimentation extrêmement sobre, ascétique, faite juste de fruits et de légumes 100%, rien d'autre, pas de produits animaux, rien d'autre, puis du jour au lendemain. Donc ça induit des réactions de nettoyage, ainsi de suite, assez importantes. Et puis qu'au bout d'un moment, on se dit, oula, pour moi là, c'est too much par rapport à mon mode de vie, à mon rythme de vie, à la quantité de repos, à mon exercice physique, c'est too much. Je ne trouve pas, c'est peut-être too much aussi par rapport à, tu sais, il y a énormément de paramètres. Tu vis sous les tropiques, tu te nourris de durian et de jackfruit. Je peux te dire que la question par exemple des produits animaux, tu l'oublies, hein, la densité, la richesse, tu prends des fruits sauvages, la densité et la richesse que tu vas y trouver, ça fait que pour bon nombre de personnes, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai des copains qui ont fait l'expérience, qui me disaient qu'on est sous les tropiques, mais c'est bon, qu'on a besoin de rien d'autre que des fruits, on mange que des fruits. Et puis quand on n'est pas sous les tropiques, ben, on a besoin d'autre chose. Ah, ben, c'est ça le truc, c'est ça le truc. Donc le cru, bon pour se soigner, mais pas à long terme, qu'est-ce que c'est que le cru? Je veux dire, c'est comme s'il y avait, soit tu manges totalement tout cru à 100%, soit c'est pas la peine. Soit c'est pas la peine, tu manges du McDo. Tu sais, c'est un peu comme les végans qui te disent, soit tu manges pas de viande, soit tu manges de la viande d'abattage industriel, de torture et ainsi de suite. Oh, souffle un coup.
Il n'y a pas que ça. On n'est pas dans une vision binaire et manichéenne des choses. Pierre a fait son expérience, il est allé aux limites, il a touché la limite. Ça m'étonnerait qu'il se soit mis à remanger du McDo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé certainement 90 à 95% de ce qu'il a appris dans sa première expérience. Et puis sur 5, 10, 15% maximum, il a changé des choses. Tant mieux, tant mieux. Mais pour connaître la limite, eh bien, il est allé expérimenter. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa vidéo? Il dit « Je suis allé expérimenter ». Moi, j'y vois rien d'autre. En sachant aussi qu'on met tout sur le dos de l'alimentation, que l'alimentation est un paramètre et qu'il y en a peut-être des tas d'autres. Voilà. Perte de cheveux, problème de dents. En même temps, tu vois, ça me fait rigoler parce que il y a des gens qui te disent « Ah ouais, mais ça c'est la preuve, c'est la preuve que ça soit dangereux, dangereux. Il doit nous faire, il doit reconnaître que c'est dangereux parce que c'est inadmissible. Cet homme met les gens en danger, c'est terrible. Eh, mais moi je vais te sortir 30, 40, 50, 100 personnes de mon entourage, des proches, hein, qui mangent comme ça depuis des années et qui vont te dire, moi, elles sont là. Bon, les miennes, tu peux pas te dire, j'ai eu un accident de voiture, donc mal barré. Mais elles sont là. Ah ouais, non, mais c'est des fausses. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon, tu vois, c'est pas lié à l'alimentation. Ça, c'est un truc que j'avais lu une fois. On dit, ah, de toute façon, son alimentation, elle marche pas. Il a plus ses dents. Il y a que des implants. Eh ouais, l'alimentation, le fait de manger cru, par exemple, pour ma part, parce que moi, pour l'instant, je suis bien avec ça. Donc, le fait de manger tout cru, pour ma part, ne prémunit pas contre les accidents d'autobus. Hein, c'est clair. C'est vrai, ça c'est un truc, ça fait pas. C'est une bonne raison pour remettre en cause quand même toute la théorie, c'est clair. En même temps, j'ai un copain, là, Dominique Guyot, là, qui a fait un superbe livre qui s'appelle L'éloge du cru, dans lequel il te cite je sais pas combien de travaux de recherche qui te prouvent vraiment l'intérêt de ça. Alors, le problème, il se situe où? Il se situe toujours pareil. Si tu écoutes les diététiciens, si tu écoutes un tel ou un tel ou un tel, hein, t'es paumé, fais ton expérience. Je veux dire, je ne connais personne d'entre vous qui n'aura pas de fabuleux avantages à augmenter de façon massive la part de produits crus, non raffinés, dans son alimentation. En le faisant de façon intelligente. Va pas te bourrer de fibres. Fais-toi des jus de légumes plutôt que de te bourrer de légumes crus. Hein, tu prends des fruits, tu choisis tes fruits. Tu choisis tes fruits, plutôt des fruits. Quand on te dira, en mangeant des fruits, il a perdu de la vitalité en mangeant des fruits. Je dis, il a mangé quoi comme fruits? Il a mangé des oranges, pas mûres, hein, ou il a mangé des bananes bien mûres? C'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'il a mangé des fruits oléagineux ou pas? C'est-à-dire les fruits, le cru. Mais le cru, ça veut rien dire. Tu as autant de façons de manger cru que de manger cuit. C'est un peu comme quand on te dit le cuit, c'est mauvais pour la santé. Je vais te dire, attends, tout dépend. Si tu fais des poireaux cuits à la vapeur, je ne crois pas que ça soit mauvais pour la santé. Avec des légumes crus, tu vas avoir une surabondance de vitamines et de minéraux, mais quand tu cuis à la vapeur, tu n'as aucun composé. Tu vois, tu te fais une soupe, voilà, ça reste une soupe, quoi. Hein, c'est pas mauvais pour la santé dans l'absolu. Donc dire le cuit ou le cru, pour moi, c'est juste de la religiosité. Et là, il va falloir en sortir. Il y a un moment où il va falloir comprendre. Et puis, c'est toujours pareil. C'est quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. J'aime bien cette expression, elle n'est pas de moi. Mais je la trouve très très forte. C'est-à-dire que la mauvaise foi est caractéristique de notre modèle de pensée actuellement. On a appris à juger plutôt qu'à comprendre, qu'à analyser. On a appris à condamner. Et je ne sais pas pourquoi, il y a des gens, ça ennuie qu'on fasse différemment et que ça réussisse. Que ça nous réussisse. Que toutes les personnes qui ont pris simplement quelques verres de jus de légumes dans leur alimentation se disent « Waouh, je vais beaucoup mieux. Je vais beaucoup, beaucoup mieux. » Et puis si elles augmentent la part de fruits, elles disent « Je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Hein » Et puis alors, tu vas me dire « Oui, mais alors, est-ce qu'il faut faire du 100%? Est-ce qu'il faut faire du 80% du... » Et personne t'a demandé de rentrer en religion. Tu n'as pas besoin d'avoir un label « Je suis impur ». Tu vas, à un moment tu vois la limite, là tu dis « Ouh, là c'est la limite. » Et puis ça varie en fonction des saisons, ça varie en fonction de l'appro. En plein été, mais surtout si tu habites dans le sud, tu as des super fruits de partout qui sont riches, qui sont denses, chargés d'énergie solaire et tout. Mais là tu te mets à 100% fruits pendant 2-3 mois. Alors tu vas dire, alors je suis fruitarien du 15 juillet au 27 août, ensuite je suis ceci, et puis ensuite je suis ci. Allez, arrête avec les étiquettes, mange, vis, bois, fonctionne. Trouve l'alimentation qui te convient au jour le jour.
et rectifie. S'il y a des rectifications à faire, tu le fais. Si pendant 3 ans tu manges 100% cru, puis qu'à un moment tu te dis, ouh là, je sens que, ok, ben c'est parfait. Tu auras fait un maximum de détoxification, et puis après tu passes à autre chose. De toute façon, j'avais fait une vidéo moi qui était très importante pour moi, que j'ai publiée il y a déjà 2 ans, mais j'ai beau le dire, j'ai l'impression que c'est pas entendu. Hein, qui s'appelait nettoyer et reconstruire. Pour te dire, passe pas ton temps à nettoyer. Tu nettoies, tu reconstruis. Un peu comme une éponge. Tu as une éponge qui est pleine d'eau saumâtre, tu la presses, tu la fais se remplir avec de l'eau claire, puis tu la represses. L'eau elle est beaucoup moins saumâtre, puis tu la fais se remplir avec de l'eau claire, puis tu la represses. Puis, un mouvement de va et de vient. Il ne s'agit pas d'être en détoxification permanente. Ça ne marche pas. Tu le fais le temps qu'il faut le faire. Donc voilà, autant de réflexion. Tu me dis, il dit que manger cru c'est bon pour se détoxer ou se soigner, mais pas comme façon de manger sur le long terme. Ça veut dire quoi manger cru? Non, ça veut dire que tu vas plus jamais manger de salade, de fruits, de... C'est une question de proportion, tu régules. Tu régules, exactement comme les gens avec les produits animaux et ainsi de suite. Sans parler d'éthique, bien sûr. Alors toi, moi je suis végétarien. Non, tu manges pas de viande pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tu manges pas de viande, tu manges pas de produits animaux. Super. Mais si au moment, il te semble qu'il y a un truc qui bug, tu te dis peut-être qu'il y a un truc qui bug. Et là, tu vas aller voir dans ta palette alimentaire. Et tu rectifies. Et par petites touches, tu y arrives. Vraiment, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Accuser quelqu'un, prouver que l'autre a tort? Avoir raison? Ou vraiment comprendre et répondre à nos besoins? C'est ça la vraie question. Pierre, il a appris à répondre à ses vrais besoins. Et chapeau, et bravo. Et en pratique, le grand secret, c'est qu'il a réintroduit les produits animaux. Diabète de type 1. Il y a 2 questions. Sawab et Marianne. Quelle est la conduite à tenir pour un diabète de type 1? Je n'ai trouvé aucun témoignage de guérison dans ce cas. Question de Sawab. Bonjour Thierry, ma fille de 9 ans est diabétique insulino. Je regarde quand même quelle heure il est. Ouh, ça s'allonge. J'ai fait que la première feuille. Et je crois qu'on va la découper cette vidéo, sinon on va faire des vidéos de 5 heures ou de 6 heures. Ça serait sympa, hein, ça ferait un peu old school, quoi, comme les premières vidéos. Mais là, j'arriverai même plus à les mettre en ligne parce que maintenant j'ai plus de connexion satellite, là, donc je suis obligé de faire... Ça va moins vite comme connexion. Donc je crois qu'on va couper et puis on aura déjà 1h30, 2 heures. Puis je reprendrai ensuite, je ne ferai pas d'intro, c'est juste pour accélérer. Alors, question de Sawa. Bonjour Thierry, ma fille de 9 ans est diabétique, insulinodépendante depuis qu'elle a 2 ans. Je voudrais vraiment trouver une solution pour en arriver en bout car l'insuline et les hypos qu'elle provoque sont trop d'agression. Que me conseillez-vous? Je vais te dire surtout, il y a un problème. Il y a un problème les mecs. Enfin les mecs, quand je dis les mecs, parce que je suis habitué à un monde d'hommes. Les gens, il y a un problème. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans l'insuline que tu t'injectes? Je dois avoir quelques petites notes sur mon grille-pain. Je dois prendre quelques petites notes. Je vous demande un instant. Dans des zones blanches, il n'y a pas de réseau. Alors, attends. Je fais de la minutage là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'insuline? La plupart des insulines de synthèse contiennent des phénols. Vous avez déjà entendu parler du bisphénol, par exemple, le bisphénol A, BPA, extrêmement toxique pour le corps. La plupart des insulines contiennent des phénols. D'ailleurs, les phénols qu'on a utilisés de façon massive pour produire de l'armement chimique. On trouve aussi du métacrésol, c'est une autre neurotoxine majeure qu'on trouve dans la plupart des insulines. On pourrait en faire des tonnes et des tonnes. Donc les insulines sont toxiques. Alors là, je veux dire, si toi tu prends de l'insuline tout de suite, non, mais c'est une motivation pour t'en débarrasser de cette saleté, de cette SALOPERIE. Alors,
Diabète de type 1, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ton pancréas ne produit plus d'insuline. Il n'en produit plus soit pour des causes d'attaque auto-immune de la partie qu'on appelle les îlots de Langerhans. Si on dit trouble auto-immune, on te dit automatiquement, on te dit dysbiose intestinale, porosité intestinale, ce qui fait qu'il y a des produits anormaux partiellement digérés qui passent à l'intérieur de ton système digestif. Switch sur une alimentation qui va être digeste, sur une alimentation qui n'est pas complexe, transformée, remplie de pesticides, de fongicides. Switch sur une alimentation physiologique, tout de suite, parce que c'est la première des choses à faire pour réparer une maladie auto-immune. Ensuite, il y a un truc qui est top, hein, c'est que de l'insuline, tu en as peu besoin quand tu fonctionnes avec des matières grasses et avec des légumes. Donc moi, le temps que ça se reconstruise, j'aurai une alimentation qui serait plus riche en matières grasses, en légumes et en fruits qu'en autre chose. Et je pratiquerai le jeûne. Pourquoi? Parce qu'avec le jeûne, plutôt que de faire des longues cures de fruits qui vont solliciter ton système insulinémique, tu te fais des jeûnes. Parce que le jeûne, tu as les 2 premiers jours qui sont un peu rock'n'roll, le temps que ça s'équilibre. Et encore, ça sera d'autant moins rock'n'roll que les quelques jours précédant le jeûne, tu auras consommé par exemple pas de fruits. Si tu ne consommes pas de fruits, à ce moment-là, ton corps est en cétose d'une certaine manière et tu vas switcher sur un fonctionnement à partir des graisses qui sera beaucoup plus rapide. Et tu vas commencer à jeûner. Et en jeûnant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de nettoyer cette zone-là beaucoup plus rapidement. Et c'est comme ça que tu vas te permettre de ne plus fonctionner avec de l'insuline. Tu peux te faire aussi des cataplasmes d'huile de ricin qui vont participer sur le pancréas, qui vont participer à régénérer cette zone. Moi, en fait, je ferai toute ma stratégie sur alimentation physiologique. Arrêter tout ce qui est raffiné, industrialisé, transformé, en boîte, tu vires. Tu vires. Des fruits, des légumes, des jus de légumes, des produits gras, animaux, végétaux, tout ce que tu veux, des produits gras. Voilà, ça serait l'alimentation, premièrement. Deuxièmement, jeûne, court, moyen. Fille de 9 ans, elle peut faire des petits jeûnes, hein, simplement de faire du jeûne intermittent le matin et ainsi de suite, c'est déjà pas mal. Il y a des plantes aussi qui participent au nettoyage de cette sphère-là, par exemple la gentiane, une tonique amère par excellence, la racine de pissenlit aussi excellente pour le pancréas, la racine d'ortie aussi, très bonne aussi, moi j'irai sur ces plantes, mais la gentiane, excellente, ça va vraiment prendre le pancréas et ça va, comme une éponge, tu sais, un peu le presser comme ça pour qu'il dégomme un petit peu tout ce qu'il a à l'intérieur. Elle a essayé, Sawab, tu me disais, elle a déjà essayé les demi-journées de jeûne qui lui font un grand bien, mais ensuite elle tombe en hypo et doit manger et donc rebelote. Je change doucement notre alimentation, j'essaie de booster son système immunitaire, mais y aurait-il une solution pour venir à bout d'un diabète de type 1 et de surpoids chez l'enfant? Moi, ce que je te proposerais, c'est qu'elle fasse des demi-journées de jeûne et qu'ensuite, quand elle mange, elle ne commence pas par du sucre, mais qu'elle commence par des matières grasses. Le plus physiologique possible, le moins transformé possible. Tu lui donnes par exemple de la graisse de coco. Et après, qu'elle mange quelques fruits. Des fruits, alors pas des fruits secs qui vont lui faire grimper la glycémie. Il faut savoir que quand tu es diabétique, quand même, il faut y aller mollo là-dessus. Mais quelques fruits. Et déjà, ça devrait bien aider. Et les demi-jeûnes, c'est excellent. Mais sur le plan naturel, c'est ça. C'est cataplasme d'huile de ricin, c'est jeûne, c'est cataplasme d'huile de ricin, jeûne, plante tonique amère pour vraiment participer au nettoyage. Sur le plan naturel, je pense que c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. Question, donc j'espère que ça répondra, puis j'essaierai de faire une vidéo spécifique là-dessus dès la rentrée de septembre. Compatibilité graisse et sucre. Certains disent que les graisses bloquent l'assimilation des sucres par les cellules, ce qui crée une circulation trop importante de sucre dans le sang, alcoolémie permanente, diabète, candidose. Qu'en penses-tu ? Je l'ai longtemps cru. Croyance, hein. Et je séparais strictement les deux. Et puis un jour j'ai essayé, je me suis rendu compte que ça ne faisait pas grand chose. Et c'est beaucoup plus facile. Parce que c'est déjà que compliqué de réformer son alimentation si après tu dois tout séparer. Donc après essaye, vois ce que ça donne pour toi. De toute façon, si
tu as une alcoolémie permanente, tu le verras, ton foie sera surchargé, tu auras une espèce de brouillard mental. Si ça te fait ça, moi je peux mélanger graisse et sucre, ça ne me fait pas de brouillard mental, il n'y a aucun problème, donc a priori, je continue. Pas de diabète, non, ça va. Non, de là à causer le diabète, c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps que j'étais diabétique, je ne sais pas pourquoi il s'était mis ça en tête. Que j'étais diabétique. J'ai dit ouais, je suis peut-être diabétique, alors peut-être que j'ai un cancer aussi, peut-être que j'ai une sclérose en plaques mais que ça se voit pas, et puis ouais, non, je peux tout avoir. Non, j'ai pas de diabète, tout va bien. Je suis en parfaite santé, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je crois qu'il faisait référence à une vidéo que j'avais faite qui s'appelait La fabrique de la peur, dans laquelle une erreur de diagnostic avec un glycomètre, simplement parce que les doigts avaient du sucre sur les doigts, avait fait une vidéo un peu marrante il y a bien longtemps. C'est assez rigolo, je crois qu'il était resté bloqué là-dessus. Ça, c'est le truc, c'est que comme j'enlève pas les vidéos, des fois il y a des ambiguïtés comme ça. Nadia 81, combinaison alimentaire selon Shelton. Je m'appelle Nadine, j'ai 50 ans et je suis du Tarn. Toutes mes condoléances. Je blague. J'ai découvert Régénère il y a quelques mois, je fais des jus depuis et j'ai même fait un jeûne intermittent de 3 semaines. C'est une expérience fabuleuse que je vais renouveler. Cependant, je viens de lire les combinaisons alimentaires de Herbert Shelton et je suis un peu perdu. En effet, selon lui, il ne faudrait mélanger aucune famille d'aliments et les manger seuls à chaque repas. Ça devient compliqué, pas d'huile, pas de citron pour assaisonner, pas de crème car elles contiennent du lait, etc. Il est de même avec les jus, pas de fruits acides avec des fruits doux. Le melon et le pastèque doivent se consommer seuls. Qu'en penses-tu? Je déjeune rarement avec Herbert. Parce que c'est un peu compliqué pour moi. Pareil, il est certain que dans l'absolu, attendez, je me remets comme ça, il est certain que dans l'absolu, à quiconque aurait des troubles digestifs, simplifier à l'extrême, ne pas faire de mélange, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Après, c'est peu tenable dans le monde. D'ailleurs, Dominique Guillon parle beaucoup dans son livre, c'est peu tenable dans le monde. Alors c'est bon d'avoir cette option, de la connaître, c'est l'idéal peut-être, et encore, ça pourrait se discuter, mais oui, ça peut être l'idéal, je pense que ça peut être l'idéal, mais c'est peu tenable. Alors les combinaisons alimentaires, moi j'ai laissé tomber, j'expérimente, je vois ce qui passe pas. À titre personnel, les combinaisons alimentaires dépendent aussi énormément du potentiel digestif de la personne. C'est-à-dire si tu es fatigué, que tu es épuisé, que tu manges toute la journée, le dernier repas, ton potentiel digestif va être moindre et donc obligatoirement, tu vas moins bien digérer. Comme tu vas moins bien digérer, les combinaisons alimentaires seront d'autant plus importantes à suivre. Si tu ne manges pas toute la journée, ou au contraire même que tu fais 2 repas ou un seul repas dans la journée, que ton potentiel digestif est au top, ou que tu es un enfant avec un très bon potentiel digestif, tu vois que les combinaisons alimentaires, elles passent. Et Shelton attrape. Bon, on a quand même avancé, on a fait presque la moitié, quand même. On en fait une petite dernière, puis après on fera une pause. Ouais, on va faire une pause. Cure de détox et allaitement. Bonjour Thierry, heureuse maman d'un bébé de 4 mois que j'allaite. J'ai encore de nombreuses douleurs articulaires, malgré les siestes, une fatigue qui perdure, un petit moral qui ne me ressemble pas vraiment, des kilos en trop qui stagnent, il m'en reste 15 à perdre sur les 26 pris. Je sais que les hormones expliquent une bonne part de tout cela, mais aussi le fait que mon foie n'est pas très travailleur, oui, il est peut-être un peu saturé. J'aimerais savoir s'il est tout de même possible de suivre une cure de détox qui pourrait être adaptée à l'allaitement, sans risquer de faire passer des choses peu sympathiques au bébé. Merci d'avance. Alors, c'est une question qui revient souvent. Je pense que j'y avais répondu quand j'avais fait la série de vidéos sur les enfants. Je ne me lancerai pas dans une détox massive. Parce qu'effectivement, bon nombre de toxines sont liposolubles. Le lait est composé à 50% de lipides. C'est peut-être pas le moment. Avant, ouais. Pendant, non. En même temps, je vais te dire, ton corps élimine en permanence et élimine dans ton lait. De toute façon, ça se fait. Donc, moi, ce que je dirais, c'est plutôt que de penser en termes, excusez-moi, depuis trop longtemps assis, là j'ai un peu de mal. Plutôt qu'en termes de cure de détox, pense en termes de richesse nutritionnelle. C'est-à-dire, tu ne te dis pas, ok, j'ai détoxifié à bloc. Tu te dis juste, je vais apporter dans mon alimentation énormément de matières nutritives qui vont aller directement pour mon enfant. Des jus de légumes, des jus de carottes, de betteraves, tu vois, des jus de racines, tu vois, qui sont plus nutritifs que des jus verts simplement. Mais les jus verts, tu peux mettre des verdures, mais avec aussi des carottes, des betteraves, bien nutritifs, de la betterave, excellent.
des bonnes graisses, hein. Tu vises une alimentation qui ne contient pas de polluants, pas de pesticides, pas de fongicides, bio. Tu vas pas trop vite, c'est-à-dire que tu vires pas du jour au lendemain de quasiment pas de cru à tout cru, hein, ça tu fais attention. Tu peux même jeûner un petit peu, hein, pas longtemps, hein, demi-journée, trois quarts de journée, une journée, hein, attention, au-delà souvent ça coupe l'allaitement, ça coupe l'arrivée de lait, donc ça c'est pas bon. Tu trouves la bonne formule. Après je te dirais, tu soutiens tes émonctoires en même temps, c'est-à-dire les reins, les intestins, de manière à ce que ça fonctionne bien au niveau des reins. Tu peux te faire des tisanes de persil par exemple, hein, ou te prendre des mélanges de plantes comme chez ceux d'ABC de la nature là pour les reins, excellent, balai intestinal, excellent. Tu peux prendre aussi un mélange de plantes pour le foie, ça va soutenir le fonctionnement du foie, ça va aider à la détoxification du foie, cataplasme d'huile de ricin sur le foie, tout ça, ça va participer de manière excellente. Après c'est à toi de voir le rythme. Il ne s'agit pas que tu sois, si tu commences à sentir des migraines, des maux de tête, que tu sens, ça c'est pas bon signe, ça veut dire que ça va trop vite, trop fort. Tu calmes un peu le jeu, tu reviens à ce que tu faisais avant. Mais de toute façon, ton bébé va profiter obligatoirement du fait que tu vas apporter dans ton alimentation plus de fruits, plus de légumes, plus de crus, plus de vitalité, moins d'aliments transformés, plus d'aliments sans pesticides, sans fongicides. Il va en profiter obligatoirement, il n'y a pas à hésiter, il n'y a vraiment pas à hésiter. Voilà ce que je pourrais répondre. Je te renvoie aussi sur la série de vidéos là, sur les enfants. Je crois que ça s'appelait Sauver les enfants ou la cause des enfants ou Prenez soin des enfants. Ouais, Sauver les enfants, paraît-il que ça faisait trop dramatique. Question de Rachid. Et Émilie, vraiment, voilà, que ton petit en profite vraiment. 4 mois, c'est le bon moment là. Rachid, hypertension artérielle. Au sujet de l'hypertension artérielle, d'où provient-elle? D'un sang beaucoup trop chargé en déchets ou d'un surplus de liquide qui donne trop de pression au niveau des reins? Cela pourrit littéralement la vie de ma maman dont la tension atteint 23 parfois. Ben, c'est un peu les deux. Pourquoi est-ce qu'il y a trop de liquide au niveau enfin, pourquoi est-ce que finalement quand on parle d'hypertension, c'est que le volume de sang augmente? Bon, il peut y avoir une restriction des vaisseaux aussi, hein, bien que ça se discute largement, mais bon, globalement, c'est une augmentation du volume plasmique. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'œdème au niveau du sang? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'œdème globalement dans le corps? Dilution de déchets toxiques. C'est-à-dire que quand le sang commence à accumuler les déchets toxiques, et comme on ne veut pas voir le pH c'est la concentration en produits acides dans le sang. Si la quantité de produits acides augmente, le corps a un moyen, hein, c'est d'augmenter le volume. Si tu augmentes le volume, mais la concentration ne bouge pas. La quantité augmente, le volume augmente, la concentration ne bouge pas. Donc, on bloque l'élimination d'eau au niveau des reins, on retient de l'eau, on fait de l'œdème et c'est de l'hypertension permanente. Un changement alimentaire qui vise l'apport de matériaux alcalins pour ta maman devrait vraiment arranger les choses. Voilà ce que j'aurais à dire. On va bientôt sortir, s'arrêter. Bon, on aura dépassé l'heure et demie, on va le faire en partie 1. Question-réponse de l'été, partie 1, partie 2, partie 3 peut-être. On va essayer de ne pas faire partie 3, mais on va essayer d'envoyer. Dans le cours en ligne là, qui va être disponible, j'espère enfin, cours en juillet, comme ça vous l'aurez pendant l'été. Il y a on explique vraiment ce que c'est que l'hypertension artérielle, comment ça se passe, hein, les mécanismes dans lesquels finalement l'œdème est une réponse adaptative du corps. Hein. Chaque fois qu'il y a de l'œdème, c'est qu'il y a nécessité de dilution de produits toxiques. Donc la première des réponses, c'est arrêter d'en rajouter. Donc revenir à un mode de vie, une alimentation, et pas que l'alimentation, rythme de vie, stress et ainsi de suite, qui n'est pas pourvoyeur de plus d'acide que déjà le corps en produit normalement. Et favoriser l'élimination, favoriser le fonctionnement rénal. Non pas boire plus, ça ne sert à rien, hein, parce que le rein, non, favoriser le fonctionnement rénal. Tu as des plantes qui soutiennent ça, tu as des jus de légumes qui vont soutenir, le corps va pouvoir vraiment, le jus de carotte, le jus de persil, très bon. C'est un fluidifiant sanguin, le jus de persil, à faire attention un petit peu, à voir un petit peu comment ça réagit, mais ça participe bien. Et le fait de calmer un petit peu quand même sur le sel raffiné, mais à partir du moment où tu reviens à une alimentation je veux dire, préparer à la maison, la plus simple possible et tout, automatiquement, tu vas diminuer les quantités de sel. Il y a des quantités monstrueuses de sel dans les produits alimentaires industriels.
Bon, déjà, tu coupes ça, déjà, normalement, l'œdème devrait diminuer, l'hypertension devrait diminuer. Il ne peut pas en être autrement. Et sinon, ça veut dire que, parce que les toxines peuvent être apportées par l'alimentation, elles peuvent être apportées par le stress aussi. Si ta maman est en stress chronique, elle produit de l'acide, elle produit de l'acide, elle produit de l'acide, elle produit de l'acide. Et à ce moment-là, c'est là-dessus qu'il faut rebondir, c'est là-dessus qu'il faut jouer. On va couper pour cette première partie. Marre d'être assis, puis je crois qu'il va pleuvioter. Je vais aller me faire un petit bain avant qu'il pleuve avec les ragots d'un catalan. Et puis on se retrouve dans 2-3 jours, le temps d'enregistrer la suite. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tous ces partages, pour toutes ces questions. Enfin, merci. Merci pour les rencontres, c'était trop bon quand même de se rencontrer, de discuter, c'était chouette. Bonne régénération. Et il est temps de sortir de la religion.